va commencer. Merci à vous d'être présents au lancement de nos causes communes en Loire-Atlantique. Les initiateurs de nos causes communes sont là, Caroline Duguet, Bruno Chevalier, président du MRC. Je vais excuser Alain Gringois, adhérent du Parti Socialiste, ancien vice-président du Conseil régional et ancien premier secrétaire fédéral de Loire-Atlantique, qui ne peut être présent parmi nous ce soir. Alors, rapidement, avant de laisser la parole à David Kella, d'où viennent nos causes communes? Quelle est l'origine de nos causes communes? Nos causes communes, c'est, en fin de compte, le regroupement de militants du Parti Socialiste qui, à un moment donné, ont voulu tourner la page du hollandisme, en fin de compte, pour lequel je ne reviendrai pas, qui tire évidemment un bilan très très négatif de ce qu'a été le quinquennat Hollande. Et nous sommes partis, environ 1000, du Parti Socialiste, sur la question européenne, parce que le Parti Socialiste s'engageait, la direction du Parti Socialiste s'engageait dans un soutien, en fin de compte, aux partis socio-libéraux, sociodémocrates, socio-libéraux européens qui ont contribué à faire ce que l'Europe est aujourd'hui, c'est-à-dire une Europe néolibérale tournée contre les peuples. Et dans nos causes communes, il y a d'autres composantes de la gauche, une composante de la gauche, la composante républicaine de la gauche, le MRC, et avec ce parti, nous avons décidé de lancer nationalement et localement un club, une association de causes communes, parce qu'avec le MRC, nous partageons un bilan, un bilan commun sur la dynamique de la construction européenne et comment ce beau projet qui était la construction européenne s'est transformé en une dérive social-libérale menant des politiques austéritaires tournées contre le salariat. Alors en ce qui concerne le courant qui est sorti du Parti Socialiste, après, et le MRC, nous allons, au mois de février, créer une nouvelle organisation dont vous ne connaissez pas encore le nom, qui va s'engager dans la campagne des élections européennes avec la France insoumise. Mais nous pensons aussi qu'il est nécessaire d'avoir des structures de réflexion, des lieux de débat transpartisans qui puissent être ouverts à toutes les composantes de la gauche aujourd'hui. Parce que nous avons le sentiment qu'un certain nombre de citoyens ne sont pas prêts à rejoindre les anciennes organisations de la gauche, les nouvelles organisations de la gauche aujourd'hui, parce qu'il y a une crise évidente de la représentation démocratique. Et puis, il y a beaucoup aussi de militants dans les organisations de la gauche aujourd'hui, que ce soit celle du Parti communiste, de Génération, de la France insoumise, je vais sans doute en oublier, du Parti socialiste, qui souhaitent aujourd'hui continuer à débattre parce qu'ils considèrent qu'ils ont justement des causes communes et qu'aujourd'hui, il n'y aura pas un réarmement de la gauche sans qu'il y ait des débats de fond qui soient menés entre ces différentes composantes. On peut être à certains moments sur des listes électorales différentes, mais il faut aussi savoir se rassembler, il faut aussi savoir débattre ensemble pour mieux agir ensemble. Alors en effet, nos causes communes veut essayer de contribuer, alors elle n'est pas la seule sur ce terrain-là, il y a des représentants d'attaque qui sont là et qui contribuent aussi à ce réarmement théorique et idéologique de la gauche. Mais il y a nécessité en effet d'un réarmement théorique et idéologique, parce que si la gauche n'a plus le pouvoir, la question c'est qu'en fin de compte, elle a perdu la bataille culturelle. On se souvient que jusque dans les années 80, la gauche était dominante dans le débat intellectuel, que ce soit les partis politiques, les associations qui les portaient, il y avait des figures intellectuelles emblématiques. Et la gauche était hégémonique au sein du débat politique et culturel en France. C'était une époque où on pouvait critiquer le capitalisme sans être vilipendé et moqué par les médias dominants de l'époque. Et dans les années 80, il y a un tournant, et tout ce qui constituait l'identité de la gauche, autour d'un certain nombre de marqueurs, ont été retournés contre elle. Prenons par exemple le mot de réforme. Le mot de réforme était un mot, je dirais, inscrit dans la gauche. Le débat au sein de la gauche à l'époque était de savoir si on était pour la réforme ou la révolution. Mais ceux qui étaient pour la révolution étaient pour la réforme parce qu'ils voulaient transformer aussi la société. Et ce mot réforme a été retourné contre la gauche et est devenu synonyme de régression sociale, de régression des droits sociaux. Je crois que le premier à avoir utilisé la réforme dans ce sens-là, c'est Édouard Balladur qui a dû pondre un petit bouquin dans les années 93
sur le vocabulaire de la réforme, où justement il commençait à prendre tous ces mots utilisés dans la gauche pour les retourner contre la gauche. Prenons le mot révolution. Le mot révolution a été utilisé par Emmanuel Macron dans son livre récemment pour les présidentielles. Alors que là, ça peut être le retour en arrière. Ça peut être en effet le retour en arrière, et dans le sens que peut en donner Emmanuel Macron, très schématiquement, c'est bien évidemment la conservation du capitalisme tel qu'il est, de la société telle qu'elle est, dont il est question. La liberté, par exemple, ou l'égalité, qui est là aussi constitutif du combat républicain de la gauche, eh bien, se transforme dans la bouche des néolibéraux dans une concurrence entre les individus avec une exaltation de l'autonomie qui n'est que la concurrence des individus les uns contre les autres. Donc il y a nécessité, où qu'on soit à gauche, d'un réarmement idéologique, d'un réarmement théorique, et nos causes communes veut contribuer à ce réarmement. Notre réunion à Nantes se situe quand même dans un moment particulier qui est celle d'un mouvement social inédit, celui des Gilets jaunes, et qui révèle avec une grande ampleur la crise démocratique de ce pays, la crise de la représentation, bien évidemment la crise sociale et la crise écologique. Et ce mouvement émerge un an et demi qu'après ait été bouleversé le paysage politique en France avec l'apparition du macronisme, qui a été identifié d'ailleurs par un certain nombre de commentateurs comme une forme de populisme. Le paysage politique n'a pas été bouleversé qu'en France. En Italie, on a vu aussi apparaître un certain nombre de forces inédites qui semblent bousculer en tout cas les frontières traditionnelles qui semblaient structurer le débat politique de ces pays entre la gauche et la droite. On peut citer l'exemple de Trump aux États-Unis, donc des formes inédites politiques qui disent remettre en cause le système. Le remettent-elles en cause? Évidemment, c'est une question auquel il nous faut répondre, je pense qu'en effet, elles ne remettent pas en cause le système tel qu'il est, mais elles le confortent. D'où notre débat ce soir. Le néolibéralisme engendre-t-il le populisme? La transformation du capitalisme contemporain, ce que certains appellent le néolibéralisme, engendre-t-il ces formes inédites d'organisation politique qui, en fin de compte, font éclater les clivages traditionnels sur lesquels nous avions construit, pour beaucoup d'entre nous, notre militantisme et notre action publique. Alors, pour débattre et pour lancer la réflexion ce soir, David est là, je pense qu'il est connu de plus en plus parce que il fait partie, outre qu'il est maître de conférence en économie, il fait partie des économistes atterrés. Donc il fait partie des économistes qui ne sont pas les économistes connivants qu'on entend sur les chaînes de radio et de télé. Je pense par exemple à Dominique Seux qui, tous les jours sur France Inter, nous explique pourquoi il faut que les budgets soient bien réduits, pourquoi il faut respecter les critères de Maastricht, les 3%, pourquoi il faut libéraliser le marché du travail. Il ne fait pas partie de ces économistes connivants, sont-ils des économistes d'ailleurs, comme Langlais, qui s'affiche sur les grands médias et qui nous explique à peu près les mêmes choses que Dominique Seux, et qui nous explique en fin de compte que rien n'est possible, que la société telle qu'elle est, eh bien, elle doit continuer à être telle qu'elle est. Donc il fait partie, entre autres, des économistes atterrés, de ceux qui essaient de montrer qu'il y a d'autres façons d'analyser l'économie dans la société, qu'il n'y a pas une seule économie possible, et à partir du moment où il n'y a pas une seule économie possible, il n'y a pas une seule alternative possible. Et à partir du moment où on arrive à démontrer qu'il n'y a pas une seule alternative possible, eh bien, on peut recommencer, je dirais, à construire un projet de transformation de la société. Donc voilà cette introduction pour te laisser la parole, David, donc environ 45 minutes, une heure d'intervention, et puis après on laisse la place au débat, aux interpellations de la salle. Merci beaucoup. Alors merci à nos causes communes pour cette invitation, à Caroline et d'autres organisateurs. Je vais effectivement baser ma présentation sur la question du néolibéralisme et du populisme. Alors c'est un travail qui est à la fois le produit d'un autre travail que j'ai fait, c'est-à-dire ce livre-là qui est sorti en juin dernier, qui s'appelle L'économie du réel. Alors justement, dans ce livre, j'essaie de réfléchir à la notion du néolibéralisme et
contradictions qui peuvent exister entre la société et une idéologie, j'y reviendrai, qui consiste à chercher à organiser l'ensemble de la société autour du principe du marché autorégulateur. Néanmoins, je parle assez peu du populisme dans ce livre. C'est un nouveau travail que je suis en train de produire en ce moment. Et du coup, je vais commencer par ça, avant de revenir sur la question du néolibéralisme. Alors, peut-être une petite réaction à ce qui vient d'être dit. Dominique Seux, Langlais, ce ne sont pas des économistes, ce sont des journalistes. Dominique Seux, je crois qu'il a un dog d'économie. Alors, c'est un journaliste aux Échos, c'est sûr, mais ses connaissances en économie sont très faibles. Ça s'entend en fait. Moi, j'écoute aussi malheureusement tous les matins. Je vous rappelle d'ailleurs que j'ai offert auparavant des informations économiques, et maintenant c'est un éditorial économique. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose, c'est pas des informations, c'est un point de vue qui est donné tous les matins. Et effectivement, un point de vue qui n'est pas donné par un économiste. Cela dit, il existe des économistes libéraux, des économistes qui sont dans une certaine doctrine, mais ne sont pas forcément des vendus du système. Ce sont des gens, pour la plupart, honnêtes, indépendants. Même quelqu'un comme Jean Tirole est un fonctionnaire. Bon, il a des à côté, il a une forme de prestige, mais ce ne sont pas, on va dire, des vendus. Ce sont des gens qui croient dans une certaine idéologie. Et je pense que la bataille idéologique est absolument nécessaire. On ne peut pas juste dire aux gens qui sont autour de Macron que ce sont des traîtres, des gens qui n'aiment pas la France, le mal du pays. Je pense qu'au-delà de ça, et c'est ce que j'essaye de faire dans mon travail, il y a une véritable idéologie et des gens qui sont véritablement convaincus de cela. Et donc il faut démonter cette idéologie, montrer que, et c'est un peu ça que je vais essayer de faire, montrer que derrière cette utopie d'organiser l'ensemble de la société autour de marché, eh bien, il y a des dysfonctionnements profonds, il y a une théorie qui a énormément de failles, et puis une pratique qui, en réalité, dessert, ne parvient jamais à réaliser l'utopie qu'elle produit. Donc finalement, on est un peu dans un système de type soviétique. Vous voyez, on vous promet un bon mot, on vous explique, regardez l'idéologie du marché va nous amener tous vers le bonheur. Et bien en réalité, ce bonheur n'arrive jamais, les gens sont totalement frustrés. Et malgré tout, les croyants continuent de croire. Et là, il y a quand même une forme de hiatus entre la réalité telle qu'elle est et la vision qu'ont un certain nombre de personnes qui ont été totalement déconnectées, qui se sont totalement déconnectées de la réalité. J'entendais Benjamin Griveaux expliquer qu'à 10 000 euros, avec son salaire de 10 000 euros par mois, il ne peut malheureusement pas acheter un appartement sur Paris. Ce qui pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que 10 000 euros par mois, c'est quand même extrêmement élevé, y compris pour Paris. Et d'autre part, effectivement, les prix immobiliers sont totalement délirants. Et ça fait partie, je commence le livre sur cette question du marché immobilier, parce que on parle aussi en ce moment de la décroissance démographique. À Paris, on ferme les classes maternelles à tour de bras. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'enfants à Paris. Pourquoi il n'y a plus d'enfants à Paris? Parce qu'il est impossible d'avoir une famille à Paris. Parce que le prix immobilier fait qu'on ne peut pas, la société ne peut plus se reproduire. Et là, on arrive quand même à des limites. Quand la société ne parvient plus à se reproduire, c'est que la société est en train de mourir. Et qu'est-ce qui fait les prix immobiliers? Eh bien, c'est le marché. Et donc, je reviendrai sur cette question-là. Ça ouvre, enfin, ça ne veut pas tout à fait, mais c'est dans la production du livre. C'est des grandes questions comme ça qu'il faut aborder pour comprendre comment est-ce que le néolibéralisme, le marché libre, peut détruire la société et peut générer un nombre de frustration. Je voulais revenir aussi très brièvement sur le macronisme révolutionnaire. Moi, plus ça va, et plus je pense qu'il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire quelqu'un qui a réussi à créer le mouvement des Gilets jaunes et qui, en plein mouvement, insulte les gens en expliquant qu'il faut faire ses efforts. Je trouve que si j'étais un révolutionnaire, je ne ferais pas mieux. Il est en train de créer la révolution. Donc voilà, on va voir concrètement comment ça va se passer cette histoire, mais je pense que quelqu'un, j'ai vu sur Twitter, quelqu'un disait que c'était un trotskiste. Il avait infiltré la social-démocratie, il l'avait détruite, et ensuite, il faisait tout pour attiser la révolution. C'est pas un trotskiste, je ne sais pas ce que c'est. Alors bon, je voudrais revenir sur le cœur de votre conférence et commencer peut-être par essayer de réfléchir sur la nature du populisme. Alors, en réalité, derrière le mot populisme, on met énormément de choses. Alors c'est une réflexion qui n'est pas aboutie, donc je vais essayer de tracer quelques pistes, de tracer quelques
nous avons encore devant nous un gros travail d'analyse de ce que c'est que le populisme, un mouvement divers, un mouvement complexe, mais pour essayer de le comprendre, je voudrais revenir à un auteur que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Karl Polanyi, qui est un économiste, un historien, un anthropologue, et qui a notamment beaucoup travaillé au cours des années 30 sur la question du fascisme. Et il a écrit en 1933 un article qui s'appelle The Essence of Fascism, l'essence des fascismes, qui est le produit d'une conférence, et dans lequel il a essayé de comprendre. Il a été pour le coup, en 1933, on est vraiment au début de l'accès au pouvoir d'Hitler. On est, voilà, tout le monde ne voyait pas forcément le fascisme comme étant ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire produire une guerre mondiale, etc. Lui prend le fascisme extrêmement sérieux. Pourquoi il prend le fascisme extrêmement sérieux? Parce que c'est un Hongrois, qui est né en Autriche-Hongrie, qui a beaucoup discuté avec l'école autrichienne en économie, qui est une école ultralibérale. Et depuis toujours, il se pose la question des contradictions du capitalisme. Des contradictions profondes, selon lui, c'est ce qu'il dit en tout cas dans cet article, entre le capitalisme fondé sur la propriété privée des moyens de production et la démocratie, qui est fondée sur le principe d'égalité des citoyens. Et il dit, ben là, en fait, là, on arrive à quelque chose de structurellement instable. Plus on va chercher à laisser, on va dire, la propriété et donc la gestion du capital aux individus, qui vont gérer le capital selon leurs propres besoins, en fonction de leurs propres intérêts, plus on va susciter une tension avec le principe égalitaire que suppose la démocratie. Et donc il dit, ben, en fait, cette tension, elle va se résoudre de deux manières. Soit par la suppression du capitalisme libéral, soit par la suppression de la démocratie. Et donc, dans cet article, The Essence of Fascism, il dit, ben, finalement, le fascisme, qu'est-ce que c'est? C'est une tentative de résolution de ce problème, qui, évidemment, est le produit d'une disparition de la démocratie au profit du sauvetage du capitalisme. Alors, en 1933, on ne peut pas vraiment parler de cela, mais finalement, ce qu'il va faire après dans son travail, c'est essayer aussi d'analyser l'autre réponse possible. L'autre réponse possible, c'est le New Deal. C'est alors non pas la disparition du capitalisme, mais la disparition du principe de fonctionnement libre des marchés. Le New Deal, alors quand on étudie un peu le New Deal, c'est-à-dire donc la politique de Roosevelt à partir de 1933, eh bien, on voit d'ailleurs des éléments de capitalisme corporatiste, c'est-à-dire qui pourrait s'apparenter à une politique économique de type fasciste. La suppression de la concurrence, l'organisation. L'une des premières choses que fait le New Deal, c'est le National Recovery Act, qui labellise les entreprises et qui suspend la concurrence entre les entreprises. Donc, ensuite, il va y avoir évidemment les systèmes sociaux, les grands travaux. Et en réalité, tout le New Deal, c'est une forme de reprise en main du politique sur l'économie. Et en réalité, aussi bien le fascisme que le New Deal, c'est la disparition des marchés libres, c'est-à-dire des marchés dérégulés. Dans un cas, on va faire disparaître la démocratie en même temps, et on va supprimer le marché dérégulé, mais avec un système qui va être un système de type totalitaire. Et dans l'autre cas, on va rester dans un système démocratique, on va rester aussi un peu dans le capitalisme, mais on va organiser le capitalisme avec un État extrêmement fort. Je rappelle quand même qu'on a des impôts sur le revenu, la tranche maximum qui va monter à plus de 90%, sous Roosevelt. On va avoir des principes de la sécurité sociale, social security. Alors, c'est pas la sécurité sociale telle qu'on entend en France, mais c'est un système d'assistance à toutes les personnes de plus de 65 ans, généralisé, classique, et de santé aussi. Donc on a, et puis voilà, de grands programmes de travaux, etc. Alors, je reviens à cela, et donc Polanyi, lui, il pose la question de qu'est-ce qui se passe dans ces années-là. En fait, on voit finalement des mouvements politiques totalement différents de ceux du XIXe siècle, qui tous ont un point commun. Ils ne veulent plus du principe de marché autorégulateur. Et finalement, ils veulent reprendre la main de l'économie sur le politique. Et en fait, c'est ça un peu le cœur du populisme. C'est-à-dire une forme de volonté qui peut prendre différentes formes de reprise de contrôle du politique sur l'économie. Pensez à Donald Trump. J'étais aux États-Unis pour une conférence justement sur la question du populisme et du néolibéralisme.
Donc j'ai écouté un peu les actualités, et ce qui s'est passé en décembre, c'est Trump qui a sévèrement contesté la politique de la Réserve fédérale, de la Banque centrale américaine, qui est dans une logique d'augmentation des taux d'intérêt. Alors, beaucoup augmenté les taux d'intérêt cette année. On est arrivé à 2,5% de taux d'intérêt, alors qu'en Europe, on est toujours à 0, taux de 0. Et là, Trump, il plie une colère et il va voir ses conseillers, il dit, est-ce qu'il est possible de virer le président de la Fed? Ses conseillers disent, oula, attention, et alors du coup, la formation arrivera après, c'est tout. Et là, tout le monde panique. La Réserve fédérale n'est-elle pas indépendante? En réalité, l'indépendance de la Réserve fédérale est complexe. Elle n'est pas si indépendante que la Banque centrale européenne. Et là, les gens se disent, mais est-ce que ce type, il va aller jusqu'à supprimer l'indépendance de la Banque centrale américaine? Derrière cette idée, il y a l'idée que la politique monétaire doit être au service de la politique. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il va négocier porter des oukases sur les traités de libre-échange? Il l'a fait avec la Chine, ensuite avec l'Union européenne, ensuite avec la Chine, etc. Il passe de l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les Allemands et dit, écoutez, c'est pas compliqué, si vous mettez votre taxe GAFA, moi je taxe vos voitures. On est contre la taxe GAFA. Les Chinois, si vous ne nous achetez pas plus, si vous ne respectez pas les droits de propriété intellectuelle, si vous ne nous achetez pas plus de gaz, de schiste, eh bien, on va augmenter les taxes sur l'acier, etc. On va augmenter les coûts de nos. Et bien, les Chinois, ils disent, d'accord. Ça c'est pas négocier des contrats commerciaux, ça c'est de faire du mercantilisme violent, c'est raisonner en normes d'affaires, c'est aller voir les autres pays, leur dire. Qu'est-ce qu'il a fait là, il y a quelques jours? Il est allé voir la Turquie qui voulait vous savez, reprendre la main sur les Kurdes en Syrie. Au même moment où il veut retirer ses troupes. Alors il n'est pas content parce qu'il retire ses troupes, d'un coup les Turcs qui disent, attendez, on arrive, on va mettre au pas les Kurdes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si vous faites ça, je vais détruire votre économie en imposant des taxes sur tous vos exportations. Qu'est-ce que ça signifie, ces trois événements de Trump? Ça signifie que Trump, il met l'économie au service du politique. Et ça, c'est une rupture fondamentale. Et pour moi, ça fait partie du populisme. Mettre l'économie au service du politique. Mais ça veut dire qu'on ne fait plus du néolibéralisme. On ne laisse plus les marchés diriger. Et alors, je ne dis pas que Trump, c'est bien. Moi, ce que je pense, c'est qu'au fond, on a une gouvernance économique illibérale. C'est ça qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Et de la même façon qu'on a des démocraties illibérales en Hongrie, en Turquie, en Russie, eh bien Trump, une forme bon, le Brexit, c'est la même chose. Voilà, donc le populisme est le produit de cette tension fondamentale entre l'économie et le politique, entre la démocratie et le capitalisme. Et la question est, d'où vient cette tension? Pourquoi est-ce que finalement les marchés libres posent problème? Et là, je voudrais revenir un peu sur ce que c'est qu'un marché libre et poser la question des inégalités. En réalité, lorsqu'on veut libérer les marchés, eh bien, on arrive toujours à un système qui est exactement le problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire un système qui va maximiser les inégalités. Pourquoi, dès qu'on libéralise les marchés, on crée des inégalités? Eh bien, pour une raison structurelle. Il faut réfléchir sur à quoi sert le marché. En réalité, le marché, dans l'idéologie néolibérale, il sert à inciter les comportements, à changer les comportements. Voilà. Le prix détermine des comportements. Si le prix de l'essence augmente, eh bien, a priori, je vais moins prendre la voiture. Si je vais plus prendre la voiture, etc. C'est des systèmes d'incitation, c'est ça que c'est un marché. Mais en réalité, le marché, il a une autre fonction. La fonction la plus importante dans mon point de vue, c'est qu'il crée des prix. Il crée des prix et la théorie économique nous dit le prix du marché, c'est le juste prix. C'est le prix de la confrontation de l'offre et la demande. Et ce juste prix, eh bien, du coup, c'est l'optimum social. Sauf que la question même du juste prix pose question. Juste par rapport à quoi? On nous dit par rapport à la loi de l'offre et la demande. Mais la loi de l'offre et la demande, elle est produite de quoi? Elle produit de décisions, des industries. Décisions financières. C'est-à-dire, bon, combien je vais mettre d'argent sur telle ou telle chose. Or, derrière ces décisions, il y a la question du patrimoine du pouvoir d'achat. Quelqu'un qui gagne 500 € par mois ou 1000 € par mois, il ne va pas avoir une grosse influence sur le marché. Quelqu'un qui gagne, comme Carlos Ghosn, qui va combien d'euros par mois, on ne sait plus parce que maintenant, c'est par jour. Quelqu'un qui gagne des millions, eh bien, il aura beaucoup plus
on va dire, de pouvoir d'achat à mettre en œuvre sur le marché. Donc on a bien, derrière cette question de juste prix, la manière dont il est construit par les lois de l'offre et la demande, eh bien, on a bien une forme de pouvoir, mais qui n'est pas un homme, une voix, mais qui est 1 euro, une voix. Mais plus largement, le principe du libre marché pose question, qu'est-ce que c'est qu'un libre marché? Alors je ne vais pas venir trop j'aborde la question, et notamment la question telle que les économistes la posent, et on voit bien que ça il y a plein de questions derrière le marché qui ne sont pas résolues en fait, par les économistes, parce qu'ils veulent faire du marché une espèce de système naturel. Et par définition, le marché, ce n'est pas un système naturel, c'est un système construit par les hommes, pour les hommes, et géré par les hommes, par les comportements des individus. Mais prenons une question beaucoup plus fondamentale. Qu'est-ce que c'est que l'échange économique? Un échange économique, une transaction économique, c'est ce qui existe entre un acheteur et un vendeur. En général, lorsqu'on a deux individus qui veulent échanger, ils sont incapables de déterminer le prix de l'échange. Ils en sont incapables. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Dans une transaction individuelle, nous avons, on va dire, deux personnes qui sont prêts chacun à vendre pour un certain prix et acheter pour un certain prix. Ils ne savent pas quel prix va être le prix de la transaction, parce qu'ils ont en face de quelqu'un. Mais ce qu'ils savent, c'est quel est le prix en dessous duquel ou au-dessus duquel ils vont faire la transaction. Par exemple, un acheteur, il va dire, bon, bah, j'ai envie de cet objet, par exemple, ce livre, voilà, ce livre, il a l'air génial, il est génial, mais la question est, combien je suis prêt à l'acheter? Bon, au-dessus de 30 euros, on est d'accord, au-dessus de 30 euros. Bon, ça vaut être un livre génial. Bon, hein. Je préfère un bon repas chaud à 30 euros sur un restaurant que un livre. Et puis le vendeur. Bon, le vendeur, il dit, bon, ok, j'ai plein de livres chez moi. Bon, en fait, j'en ai pas, je ne suis pas vendeur, hein, mais bon, c'est un exemplaire. Voilà, donc il peut se dire, bon, au-dessous de 5 euros, ça ne vaut vraiment pas le coup. Donc on a en fait chacun, acheteur et vendeur, ont en fait ce qu'on appelle les prix de réserve. Des prix au-delà desquels ils ne vont pas aller. L'offreur c'est 5 euros, le vendeur, l'acheteur c'est 30 euros. Et donc quel est le prix de la transaction? En fait le prix de la transaction il peut être n'importe où entre 5 et 30. Si le vendeur est malin, il va réussir à vendre son livre 24 euros. Si l'acheteur est malin, il va arriver à acheter son livre 6 euros. Le résultat de la négociation, on ne sait pas. On ne peut pas présager à l'avance quel va être le résultat de la négociation. Aujourd'hui, en France, on a vraiment une loi qui protège les négociations, c'est les livres, c'est le prix unique du livre, qui fait que le prix est marqué. Voilà. Ce qui veut dire que les gens savent, dès le départ, à quel prix doit être vendu le livre. Ils le savent, et en fait, c'est le producteur du livre, c'est l'éditeur, qui décide du prix. Et qui l'impose à l'auteur. Cela dit, les 17 euros, c'est pas si cher. Enfin, 18 euros. Non, je veux dire parce que les livres américains, les livres des éditeurs académiques américains, c'est extrêmement cher, ça peut aller à plus de 100 $, c'est horrible. J'ai vu ça récemment. Voilà, et puis justement parce qu'ils n'ont pas de régulation. Mais revenons à nos moutons et à notre question. Une transaction interindividuelle faite entre individus est toujours totalement, enfin le résultat de la transaction est toujours totalement aléatoire. En fait, le prix peut être n'importe quoi. Or, et c'est à ça que je voulais dire, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Le marché, il permet de comparer les transactions les unes par rapport aux autres. Imaginons que je ne sache pas quel est le prix de ce livre, mais que je vois qu'autour de moi, les gens achètent le même livre pour 25 euros. Alors, si le vendeur me propose 24 euros, je vais dire que je suis une bonne affaire. Et j'ai acheté 24 euros. Et si le prix autour de moi avait été de 15 euros, je n'aurais jamais acheté 24 euros. Ce que fait en fait le marché, c'est qu'il détermine un point focal, un point de référence, un prix de référence, à partir duquel les attentes des uns et des autres vont se formuler. S'il n'y avait pas de prix de marché, c'est-à-dire si les biens étaient tous uniques, par exemple, et non comparables entre eux, c'est-à-dire ce n'est pas des biens industriels, c'est des biens artisanaux. Chaque livre est, évidemment pour les livres ça ne marche pas, mais chaque objet, par exemple, est unique en lui-même. C'est d'ailleurs le problème que pose le marché de l'art, par exemple. Chaque objet est unique. Bon, difficile de savoir quel est le prix fondamental. Et du coup, d'ailleurs, dans le marché de l'art, les prix peuvent être tout n'importe quoi.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prix fondamental, puisqu'il n'y a pas d'objet comparable. Alors qu'un produit industriel, lui, eh bien, il est homogène, il est de qualité homogène. Et donc, on peut facilement comparer les transactions. Et dans ce cas-là, le prix qui va être déterminé ne sera jamais le prix issu des négociations. Personne ne peut négocier, en fait, personne ne négocie réellement lorsqu'il existe un prix de marché. Tout le monde agit par rapport au prix de marché. C'est-à-dire que bien sûr que vous avez envie de vous débarrasser du livre à 24 €, et puis voilà, le marché est 25 €. Aucun souci, les gens l'achèteront. Bien sûr, vous voulez absolument, tu ne peux pas vendre, vous n'avez pas envie de chercher d'autres livres, eh bien vous l'achetez 26 €. Mais en gros, le prix ne sera jamais très éloigné du prix de marché. Ça permet d'expliquer une chose fondamentale. Dans une société entièrement gérée par les marchés, c'est une société dans laquelle les individus n'ont en fait pas beaucoup de pouvoir de négociation. Les prix sont déterminés par les opérations faites sur le marché précédentes et comparables. On a un rapport de force qui se crée entre l'offre et la demande et qui détermine un prix. Et c'est à ça que sert le marché. Le marché sert fondamentalement, de mon point de vue, à résoudre l'indétermination des prix, à faire en sorte que chacun puisse facilement s'entendre sur un prix, c'est-à-dire le prix du marché. Et le problème, c'est que les prix, dans une société de marché, les prix déterminent. Les prix déterminent les coûts, les prix déterminent les revenus, puisque les coûts sont toujours des revenus. C'est-à-dire que l'ensemble de la hiérarchie sociale, des revenus des uns et des autres, des salaires, toute la hiérarchie sociale est organisée par le principe des marchés. Et donc, derrière le marché, la société de marché, régulée par les marchés, eh bien, il y a la question fondamentale qui est, mais comment le prix de marché lui-même se détermine, et au fond, pourquoi est-ce que les livres se vendent à 18 €, à 5 €, à 30 €? Qu'est-ce qui va faire le prix du livre? Et alors, tout à l'heure, je vous disais, lorsque on a deux individus qui négocient, eh bien, tous les prix sont possibles entre 5 et 30. Mais en fait, quand on regarde sur un marché, imaginez la même configuration, avec maintenant des centaines de personnes, des milliers de personnes qui négocient un prix du marché. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut réfléchir au marché du travail, par exemple. Vous êtes un entrepreneur et vous voulez recruter un ouvrier. Une personne pour faire la caisse dans vos supermarchés. Vous ouvrez, vous faites une annonce. Vous avez 50 candidats. Vous choisissez la personne qui est prête à travailler le plus vite, le moins cher possible. Dans une configuration comme celle-là, le prix de réserve, le prix auquel va se nouer la transaction, sera proche du prix de réserve. Pourquoi? Parce que les deux parties ne sont pas à égalité. Dans une situation de chômage, l'employeur est en situation de force. Et donc il va permettre aux employés d'aller très vite dans le prix de réserve. Pourquoi? Parce que les employés sont plus contents. Maintenant, vous êtes un club de foot et vous voulez recruter une star de football. Genre, comment ça s'appelle? Neymar, voilà, c'est lui que je cherchais. Vous vous rendez compte quand même qu'Anne Hidalgo, bienvenue Neymar, c'est la tour Eiffel. C'est la folie. C'est la folie. Le type, il est. Bon, bref, tous les clubs se l'arrachent. Alors, qui est en situation de force? C'est Neymar. Neymar, il peut aller voir les clubs et dire, combien vous offrez? Et là, on va tomber sur un prix qui se rapproche du prix de réserve du club de foot. Et en fait, tout s'organise comme ça dans un marché. Vous avez une partie faible et une partie forte, très souvent. Il ne suffit pas qu'elle soit beaucoup plus forte que l'autre, la partie forte, ou la partie faible beaucoup plus faible, il suffit qu'il y en ait une des deux qui soit plus faible. Et dans ce cas-là, le prix se rapproche du prix de réserve de la partie faible, toujours. Ce qui permet de dire une chose, c'est que si vous avez n'importe quel prix, vous avez deux personnes qui négocient, bon, on est d'accord, le prix peut être n'importe quoi entre 5 et 30. Mais si vous avez un marché, chacun va faire référence au prix de marché. Mais le prix de marché lui-même va être organisé par rapport à cette confrontation entre la partie faible et la partie forte. Et nous savons que le prix de marché va être gagné par la partie forte. C'est un peu un jeu de tir à la corde, vous voyez. Il y a deux équipes qui tirent. Il y en a une qui perd et l'autre qui gagne. Seulement quand l'autre équipe, quand une équipe perd, elle perd tout. Et quand l'équipe gagne, elle gagne tout. Et donc ça fait quoi? C'est-à-dire que le marché, en fait, ne crée jamais des prix intermédiaires. Il y a beaucoup plus de chances que le prix soit de 5 € ou de 30 € que le prix soit de 18 €. C'est ça qu'il faut comprendre. Les prix les plus probables sont toujours les prix extrêmes. Ce qui permet d'expliquer que les marchés, d'ailleurs, sur les marchés financiers, par exemple,
Quand les rapports de force changent fréquemment, eh bien, les prix sont extrêmement volatiles. Ils vont du plus haut au plus bas. Ils ne sont jamais médians, ils ne sont jamais moyens. Quand vous avez une surproduction dans un bien, par exemple le blé, les prix s'effondrent. Quand vous avez une sous-production, les prix explosent. Le prix moyen n'existe jamais. En fait, le principe même du marché, c'est d'aller vers les prix extrêmes. Ce qui permet d'expliquer maintenant le cœur du problème d'organiser l'ensemble d'une société à partir de marchés qui ont la fonction principale de déterminer des prix qui sont aussi des revenus et qui donc déterminent la valeur sociale. Une société organisée comme ça, c'est une société qui va vers les prix extrêmes et qui, en fait, crée fondamentalement, structurellement, des inégalités extrêmes. Plus on libéralise les marchés, plus on va avoir des prix extrêmes. C'est-à-dire que le SMICard, un marché du travail libre, il n'y a pas de SMIC, hein, d'accord. Chacun négocie son salaire. Eh bien, ça veut dire que ceux qui sont en position de faiblesse, ils vont travailler à des salaires les plus faibles possibles, c'est-à-dire les salaires proches de leur prix de réserve. C'est beaucoup moins que 10 euros, un prix de réserve aujourd'hui. Quand on a fait en Allemagne, avant qu'il y ait le SMIC, il y avait des bourses, inversées, des enchères inversées pour les gens qui travaillaient à 4 euros l'heure. Et encore aujourd'hui, parce qu'en Allemagne, le SMIC n'est pas totalement généralisé. Les migrants, ils peuvent payer moins que le SMIC. Des salaires à 4 euros l'heure. Donc voilà, donc c'est ça le prix de réserve. À l'inverse, vous avez des salaires qui vont exploser. Parce que s'il n'y a pas de législation sur le salaire maximum, il n'y a aucune raison que des gens comme Carlos Ghosn ne soient pas plein les poches. Parce qu'ils ont un rapport de force et qu'ils peuvent dire je fais ce que je veux. Donc quoi? Donc en fait, c'est ça que je voulais expliquer. Le populisme, c'est l'expression d'une société qui crée structurellement des inégalités toujours plus fortes et que les gens acceptent toujours moins. Et c'est un peu le travail que j'ai présenté à Atlanta il y a quelques jours, où la question qui m'était posée, c'était de faire le lien entre l'organisation européenne du marché unique et la montée du populisme. Quand on fait l'analyse, j'ai lu récemment, en septembre dernier, qui est sorti de Badi, qui s'appelle Le retour du populisme, un politologue. Alors c'est un livre universitaire avec énormément de chapitres courts, mais qui est assez intéressant parce que dans ce livre, il explique que en fait, le populisme est cyclique depuis l'avènement de la démocratie, en fait depuis la fin des années 70. Des phases populistes et puis des phases moins populistes, etc. Et donc là, clairement, on est dans une phase populiste. Il compte une trentaine de pays qui ont été marqués par le populisme dans le monde. Et sur cette trentaine, il y en a pratiquement la moitié qui sont des pays européens. L'Europe est particulièrement touchée par le populisme. Alors lui, il distingue deux types de populisme. Populisme de gauche, populisme de droite. Enfin, par exemple, les Syriza, Podemos, un populisme. Mais Viktor Orban ou Erdogan, ou Poutine aussi dans le populisme. Donc on a des populismes très variés et différents. Il ne s'agit pas de dire que Viktor Orban et Pablo Iglesias sont les mêmes personnes. Ils sont extrêmement différents. Mais, en fait, on a la question que je me suis posée dans ce travail-là, c'était mais pourquoi l'Europe est-elle en pointe d'un populisme? Après tout, c'est quand même le pays où la démocratie est le mieux ancrée. On peut comprendre que dans le Brésil, une société est extrêmement inégalitaire, avec des conflits sociaux qui n'ont jamais été résolus, notamment sur la question du partage de la terre. On a un capitalisme brésilien qui est extrêmement dur. Et une démocratie fragile. La démocratie n'est pas si ancienne que ça. À la limite, on peut comprendre qu'un pays avec une démocratie un peu faible et une société extrêmement inégalitaire produit du populisme et même du fascisme pour ce qui est des dernières élections. Mais l'Europe, c'est l'Europe occidentale, c'est quand même démocratique depuis bien plus longtemps. Et qui est beaucoup moins inégalitaire. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe, de mon point de vue, un refus de la part des électorats, des populations, d'un système qui organise des inégalités entre les pays européens au sein des pays. Alors la question est d'où viennent ces inégalités? Alors l'hypothèse que j'ai faite dans ce travail,
repose en fait sur mon précédent livre qui s'appelle La fin de l'Union européenne, qui analysait les effets de polarisation et la difficulté qu'on a aujourd'hui en Europe à construire on dirait, un système économique qui aille vers la convergence. En réalité, ce que j'ai démontré, ce qui est assez facile de démontrer, c'est qu'on a en Europe le marché unique qui crée des effets, ce qu'on appelle des effets de polarisation industrielle. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché unique est fondé non seulement sur la libre circulation des marchandises, et ça c'est le cas de l'Europe de 57, mais il est surtout fondé, le système économique européen est fondé sur la libre circulation des facteurs de production, c'est-à-dire du capital et du travail. Or, le capital, c'est l'investissement. Quand on regarde ce qui s'est passé dans l'espace européen depuis l'avènement du marché unique, c'est-à-dire en fait, le marché unique c'est un processus long qui a commencé à être mis en place avec l'acte unique de 86 et puis qui progressivement s'est mis en place dans les années 90 jusqu'à l'avènement de l'euro en 99. À partir du moment où on a l'avènement de l'euro, le marché a totalement unifié, il y a encore des services publics, par exemple, la SNCF n'est pas encore totalement dérégulée, ça va venir, voilà, mais c'est encore un système en monopole. Donc ça a mis du temps. Mais en fait, l'essentiel des libéralisations sont faites dans les années 90. Et donc, à partir de 2000, eh bien, on a un véritable marché unique avec une concurrence des pays pour attirer le capital. Et c'est ça que je veux dire. C'est que le marché unique, c'est la capacité des États à attirer le capital. Or, pour attirer le capital, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démanteler les régimes sociaux. Il faut moins taxer ce qui est les facteurs mobiles. Il faut faire des allègements de flexibiliser le marché du travail. Il faut, voilà, on est tous en concurrence. Et en fait, la libre circulation du capital, c'est la concurrence des systèmes législatifs et des systèmes de protection sociale au sein de l'espace européen. C'est-à-dire, moi, je veux attirer du capital. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, si les taux de profit en Allemagne sont de 5% ou de 6%, eh bien, moi, il faut que je promette aux investisseurs 7%. Et l'Italie, si elle veut elle-même attirer le capital, il faut prendre 8%. Donc, on est dans un système qui, par construction, évidemment, le capital, il serait content d'avoir 5% en réalité. C'est-à-dire, si on avait 5%, il investit. 4%, il investit. Ça rapporte toujours. Mais on n'est pas dans un système où on se contente. On est un système où on maximise. Et pourquoi on maximise? Parce qu'on peut maximiser. C'est le principe de l'attractivité. Cette concurrence des systèmes sociaux en Europe a été organisée par la libre circulation du capital et par le principe de la concurrence libre et non faussée. Et pour répondre à ça, eh bien, chaque État démantèle son droit du travail et ses systèmes sociaux. Le premier qui l'a fait, c'est l'Allemagne. Après la réunification, qui a été très douloureuse, notamment. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années 90 et 2000? Ils ont baissé le coût du travail extrêmement fortement. Et ils ont réattiré de l'investissement industriel. Mais en même temps, ils ont tellement fait ça qu'ils ont fini par attirer l'industrie de toute l'Europe. Et alors, là c'est l'analyse que je fais, c'est-à-dire que le problème c'est que les États, les pays ne sont pas à égalité même pour attirer le capital. Il y a des pays qui sont avantagés par rapport à d'autres. Et en particulier ceux qui sont avantagés sont ceux qui ont une histoire industrielle plus performante. Et donc ce qui s'est passé, c'est que l'Allemagne, non seulement, elle a réduit le coût du travail, elle a fait des lois. Alors, avant les lois Hart, qui datent des années 2000, on avait des fins des années 90 déjà, avec l'Allemagne de l'Est, avec les salaires aussi, avec le fait qu'il y ait pas de aussi. On a eu une attiration. Mais après, on a une autre dynamique qui est l'avantage de l'Allemagne, c'est la dynamique historique. Tous les grands ports européens sont sur la mer du Nord. Toutes les infrastructures industrielles les plus performantes sont en Allemagne. Quand ils ont aussi bénéficié de la proximité de pays à bas coût, qui ont servi de base, de délocalisation pour une partie de leur industrie. Donc ils ont bénéficié d'un nombre d'avantages territoriaux, géographiques, historiques. Et donc face à ça, eh bien, les autres pays, comme la France, eh bien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quand les taux de profit sont à 8%, à 10% en Allemagne, pour un industriel, et que vous avez taux de profit à 6%, 6% c'est très bien, on serait content. Mais oui, mais regardez, je peux gagner 4% de plus de l'autre côté de la frontière. Où est-ce que je vais investir? Où est-ce que je vais installer mon usine? Investir là où les taux de profit sont plus importants. Et donc quand l'Allemagne a commencé à se réindustrialiser fortement, tout le capital industriel est venu en Allemagne. Bon, j'ai beaucoup à dire là-dessus, c'est l'objet d'une conférence et même des livres, beaucoup de travaux que je fais, mais j'essaie d'expliquer pourquoi je lis ça au public. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé en 2009, c'est une crise, 2008-2009, une crise financière mondiale, et on a eu l'effondrement des économies d'Europe
moi je n'appelle pas l'Europe du Sud, mais l'Europe périphérique. Parce qu'en réalité, l'Irlande n'est pas un Sud. Et l'Irlande a fait faillite. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé dans cette Europe périphérique? Eh bien, c'est les pays perdants des mécanismes de polarisation. C'est ceux qui ont perdu leur industrialisation ou leur actif industriel pendant les années 2000. Et ces pays qui ont perdu leur actif industriel, eh bien, ils ont perdu leur capacité d'exportation. Et donc, ils se sont endettés. Ils se sont endettés soit les entreprises et les ménages, soit les États. L'Irlande et l'Espagne, c'est les ménages et les secteurs financiers. Pour le Portugal, la Grèce, ce sont des États qui sont endettés. Mais dans les deux cas, eh bien, c'est le même principe. Une incapacité à exporter qui entraîne un déséquilibre financier dans le pays. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on les a rééquilibrés de force, si je puis dire. On a mis en place, par la Troïka, des politiques extrêmement violentes, extrêmement brutales, de retour à la compétitivité. Et on leur a dit, mais c'est pour votre bien. Comme ça, vous allez pouvoir réattirer le capital industriel. Sauf qu'en réalité, ce qui s'est passé, moi j'ai des chiffres, ils ne sont pas attirés le capital industriel. Pourquoi? Parce que les demandes s'est effondrées et les industries, elles ont continué de péricliter. Donc ça n'a pas suffi en fait à réorganiser l'industrie et à soulever les problèmes, mais ça a résolu en partie les problèmes structurels et financiers de ces États. Ils ont extrêmement mal vécu, tous ces pays, évidemment, cette politique. Et ils ont extrêmement mal vécu parce que ça explique Podemos, ça explique Syriza en Grèce, ça explique le mouvement 5 étoiles en Italie, ça explique l'arrivée de l'extrême gauche au pouvoir au Portugal. Dans tous ces pays, la gauche radicale, enfin l'extrême gauche, en tout cas la gauche qui arrive au pouvoir en coalition, avec les sociaux-démocrates et autres, mais qui mène une politique depuis quelques années complètement antinomique avec les politiques d'austérité qui ont été demandées. Donc dans tous ces pays, eh bien, on a une forme de révolte qui peut être qualifiée de révolte populiste. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a l'idée d'égalité. L'idée d'égalité vis-à-vis des autres pays, vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis d'une forme de frustration nationale qui est le produit des politiques qui ont été menées de l'extérieur. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est quand même de l'extérieur que tout ça a été mené, y compris en Italie. Je veux dire, quand Mario Monti il fait son gouvernement technocrate, quand la Banque centrale européenne envoie une lettre au président ou impose des réformes du marché du travail en Italie, parce que c'est ça qui s'est passé concrètement, les Italiens n'ont pas l'impression d'être maîtres de leur destin. Et donc ils reprennent en quelque sorte leur destin à partir d'une forme de révolte électorale contre les partis étatiques. Podemos n'est pas au pouvoir en Espagne, mais Podemos a fait en sorte de permettre au gouvernement socialiste d'être élu et aujourd'hui d'être une forme de gouvernement minoritaire en Espagne. Premier populisme. Le populisme qui est le produit, de mon point de vue, de la mobilité du capital et du marché unique. Deuxième type de populisme, en Europe centrale. Qu'est-ce qui se passe en Europe centrale? De plus en plus de partis populistes. Alors, on a parlé de la Hongrie, bien sûr, on peut parler de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie. Oui, je crois, la Slovaquie. Je ne sais plus si c'est la Slovénie, non, en Slovénie. Bon, bref, dans tous les pays d'Europe centrale, au groupe de Visegrad, on a une espèce de populisme alors différent. Populisme de droite, populisme identitaire. Et la question est d'où ça vient, ce populisme-là? Après tout, ces pays, ils ne sont pas en voie de désindustrialisation. Au contraire, ils profitent, eux, du marché unique. Eux, ils attirent du capital industriel. Pourquoi? Et en particulier la Pologne, c'est le pays qui attire le plus de capital industriel. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient à la fois d'une position géographique qui les avantage, et en même temps d'un coût du travail extrêmement faible. Donc, les taux de profit, là, ils sont extrêmement élevés, et le capital est bas. Mais ils ont subi une autre problème. C'est leur hémorragie démographique. Quand on regarde les chiffres, c'est absolument terrible ce qui s'est passé. Toutes les classes éduquées, jeunes, travailleuses, sont parties. En Roumanie, depuis les années 2000, on a eu une perte de 2 millions d'habitants au total. 2 millions d'habitants sur un pays qui n'est pas extrêmement peuplé non plus. Je peux vous donner des chiffres vite fait, parce que je vais les noter là, mais je vais vous donner papier. Donc quand je regarde, entre 2000 et 2017, en Bulgarie, moins 421 000 personnes. En Roumanie, moins 2 71 000 personnes. En Pologne, entre 2000 et 2017, en 17 ans, moins 200 000 personnes. Dans les États baltes, c'est encore pire, moins 800 000 personnes. Les États baltes, c'est tout petit, hein, je vous rappelle. Ils ont perdu 800 000 personnes. Ces pays ont en fait vu leur village développé, qui sont partis.
c'est des gens qui sont éduqués, c'est des gens qui fait partie de l'élite méritocratique. C'est des gens qui sont jeunes, c'est des gens qui ont un potentiel en fait. Tous ceux qui au contraire étaient dans les villages, ou étaient peu éduqués, ou étaient plus vieux, bien peu sont restés. Et donc ces gens qui sont restés, eh bien, ils ont acquis une frustration terrible. Cette frustration, elle est parfaitement bien développée dans le livre j'ai oublié son prénom, de Krastel, qui s'appelle Le destin de l'Europe, qui est lui-même est un... Ah, je ne sais plus, il est un vulgaire. Il est parti, voilà. Vous voyez, je crois qu'il est vulgaire, mais je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, il fait partie de ça. Bon, c'est un type qui est très riche, hein, qui n'a pas de quoi évoluer personnel, mais il explique parfaitement bien. En fait, pour lui, il explique que si ces pays-là votent pour des régimes populistes et identitaires, c'est parce qu'en réalité, ils ont l'impression que les élites les ont trahis, l'élite méritocratique les a trahis. Et donc ils votent pour des gens qui vont renforcer l'identité nationale, qui vont au contraire essayer de répondre à cette frustration qui est l'idée que les élites sont parties et nous ont trahis, et nous ont abandonnés. Et elles sont parties gagner de l'argent dans l'Europe de l'Ouest, et aux États-Unis. Et donc là aussi, on a un autre effet du populisme. Je vais parler de la mobilité de capital, mais maintenant c'est l'autre aspect du marché, c'est la mobilité du travail. Quand vous dites aux gens allez-y où vous voulez, et que les gens apprennent à parler anglais, français, allemand, et se disent tiens, les salaires sont 4 fois supérieurs à quelques milliers de kilomètres, pourquoi je resterai dans ce pays de merde? Bon, c'est exactement ça qui se passe. Et bien, ils n'y restent pas. Alors évidemment, ça pose aussi des problèmes par rapport. On a aussi la concurrence du travail détaché chez les ouvriers, mais il faut voir aussi ce que c'est pour les autres pays, les pays de départ. C'est pas du tout quelque chose de bien, c'est quelque chose qui est terrible pour l'identité du pays et même pour la vitalité du pays. Et donc, ces pays qui sont absolument farouchement opposés au mouvement migratoire, qui ont été vent debout contre la politique d'asile, de Merkel. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a l'idée que les mouvements de population, ils les ont subis. Alors évidemment pas en ayant accueilli des migrants, parce qu'ils n'ont accueilli aucun migrant, mais au contraire, parce que ce sont des pays d'immigration. Et il ne faut jamais oublier, nous on a l'habitude d'être un pays d'immigration, même si c'est de moins en moins de cas en réalité. On a l'habitude donc d'accueillir des gens et on pose toujours le problème entre l'immigration. Mais pensez ce que c'est encore pire pour un pays de pratique d'émigration. C'est un pays qui se dépeuple, qui se dévitalise et qui en veut à tout le monde entier, notamment à tous ceux qui ont éduqué et qui sont pas. J'en viens maintenant au troisième type de populisme. Parce que du coup, j'ai rajouté ça dans ma conférence, les gilets jaunes. Les gilets jaunes est un mouvement populiste. Alors, là aussi. D'ailleurs, pourquoi? On sait déjà quand on ne sait pas trop si à gauche ou à droite, c'est très populiste. Oui. Mais oui. Il repose sur quoi ce mouvement des gilets jaunes? En réalité, il répond à quoi? Il répond là aussi à un sentiment d'injustice et d'inégalité. Cette injustice, elle est ressentie, et clairement, elle s'est posée au départ sur la question fiscale. C'est-à-dire non au prix de l'essence. Oui à la justice fiscale. Maintenant, le cœur du problème, c'est l'ISF. Pourquoi est-ce que cette question fiscale est devenue aussi importante? Et je vais vous dire, c'est pas compliqué, il suffit de regarder les chiffres. Les chiffres, c'est que, là aussi, pour répondre à la question de la concurrence et de l'attractivité, on a mené une politique fiscale et accentué dans ces dernières années depuis Hollande et encore depuis Macron, une politique d'attractivité fiscale. Cette politique d'attractivité fiscale, elle est basique. C'est je taxe tout ce qui est immobile et je détaxe tout ce qui est mobile. Comme ça, tous les gens qui ne peuvent pas partir, toutes les choses, oui, transformer l'ISF en impôt immobilier. C'est immobilier, c'est immobile. Alors que le capital, c'est-à-dire les actions, etc., tout ça c'est mobile. Donc je vais taxer l'immobilier. Je ne vais même pas taxer les yachts, parce que les yachts c'est mobile aussi. Mais je signale que Macron a dit textuellement ça. Macron, c'est rien d'autre que Hollande. Quand Hollande, il a mené une politique de détaxation des entreprises pour attirer l'investissement, c'est le CICE. Quand on regarde depuis 2012, j'ai fait un petit graphique, alors j'ai mis sur Facebook, là je l'ai sous les yeux, mais bon, je peux quand même vous le montrer, ça va peut-être. On voit que l'écart entre taxation de ce qui est mobile et ce qui est immobile n'a cessé d'augmenter. J'essaie de la voir bien là. Dans les dernières années, depuis 2009. Vous voyez, alors, je vais vous montrer
en noir, c'est en anglais, hein, c'est une conférence en anglais, c'est la taxation des entreprises. Moi, j'ai pris ça comme... On essaie d'attirer le capital, d'attirer les services sociaux, d'attirer les entreprises. Donc on voit que depuis 1978, ça fluctue. Alors, ça fluctue parce que les entreprises, en fait, c'est volume de taxes payées par rapport à l'excédent brut d'exploitation. Donc, évidemment, l'excédent brut d'exploitation, il varie beaucoup. Ici, c'est taxe sur les ménages plus taxe sur la consommation. Alors, dedans, il y a évidemment la taxe sur le pétrole, etc., la TVA, et puis les impôts directs des ménages. Depuis 1978. Et encore plus ces dernières années, on a à la fois une réduction de la taxe sur les entreprises et une hausse énorme de la taxe sur les ménages. Hollande est le premier à avoir fait ça. Macron, il industrialise encore plus. Et qu'est-ce que c'est que la révolte des Gilets jaunes? Eh bien, c'est cette révolte-là. Et ça aussi, cette politique d'attractivité fiscale qui est le pouvoir. C'est marché et l'attractivité. Donc on a, vous voyez, on peut mettre ensemble, en fait, trois types de mouvements populistes qui ont l'air a priori tous très extrêmement différents. Les Gilets jaunes en France, le populisme d'Europe de l'Est et centrale, et le populisme d'Europe du Sud. Et en réalité, tous ont une cause unique, c'est le néolibéralisme. Je parle beaucoup trop, j'avais dire plein de choses à dire, mais je vais essayer d'achever un peu sur quelque chose essayer de revenir un peu sur mon livre aussi, et revenir sur ce que c'est finalement que le néolibéralisme. Le néolibéralisme se distingue du libéralisme par un point fondamental. Le libéralisme cherche à émanciper les individus. C'est une doctrine du XVIIIe siècle. Je veux émanciper les individus. Alors ça veut dire que j'organise un système fondé sur l'égalité des citoyens, avec des règles. Le libéralisme, c'est politique. C'est la démocratie. C'est les droits de l'homme. C'est ça, le libéralisme. Le libéralisme tel qu'il est, c'est un libéralisme qui n'est pas opposé fondamentalement à l'intervention de l'État. C'est-à-dire, si l'État est oppresseur et entrave les gens, et évidemment, on ne va pas être d'accord. Mais si l'État éduque, si l'État permet, grâce à ses services publics, grâce à sa politique du logement, d'émanciper les individus, alors l'État est un État libéral. Donc, d'ailleurs, Adam Smith, qui est pour moi un libéral, dit bien que, alors ça c'est la définition qui est donnée dans le livre ici, il dit bien que l'économie politique est la science qui va à la fois enrichir le peuple et le souverain pour les services publics. Le mot, c'est utilisé par Adam Smith. Le néolibéralisme est une idéologie très différente. C'est l'idée selon laquelle on va organiser la société autour du principe de marché autorégulateur. C'est-à-dire, on va créer ce système de marché et faire en sorte que ce système de marché organise l'ensemble de la société. Et donc ça veut dire que l'État est un perturbateur. Il ne s'agit pas d'émanciper les individus. Il s'agit d'une doctrine qui va dire qu'il faut créer des marchés partout. J'ai une petite anecdote pour que vous puissiez comprendre, un petit exemple pour essayer de comprendre ce que c'est que le néolibéralisme aujourd'hui. C'est penser à la manière dont aujourd'hui on pense la lutte contre les gaz, des émissions de gaz à effet de serre. Traditionnellement, pour les questions écologiques, avaient toujours été reléguées ou toujours été interprétées comme relevant des problèmes de réglementation. Si on voulait supprimer les CFC qui détruisaient la couche d'ozone dans les années 80, eh bien, il fallait interdire ces molécules. Et c'est le protocole de Montréal en 84, je crois, qui l'organise. Si on veut éviter, par exemple, qu'il y ait trop de lisiers en Bretagne, eh bien, on va limiter la taille des porcheries industrielles, etc., etc. Et très souvent, c'est la réglementation qui a été organisée, qui a été prise. Et la réglementation, eh bien, c'est l'intervention directe de l'État dans le pays. Lorsqu'il a fallu limiter les émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas, bien sûr, on organise la réglementation, alors les moteurs des voitures, mais bon, vous avez vu qu'ils ont triché et tout ça. Le problème de la réglementation, c'est que du coup, ça crée des coûts d'organisation plus compliqués. Donc on dit, on va trouver un truc plus simple. On va créer un marché du carbone. Et c'est la politique de l'Union européenne. En 2005, on crée un marché du carbone. Qu'est-ce que c'est qu'un marché du carbone? C'est en fait une allocation de droits d'émission du CO2 alloué aux industriels. Et vous voyez, c'est là qu'on arrive au cœur du néolibéralisme. Le problème, c'est combien ça vaut un droit d'émission?
Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut mettre un prix du carbone, nous dit Jean Tirole. Je cite beaucoup dans le livre. Jean Tirole, le maître d'économie français, il dit si vous voulez lutter contre la pollution, il faut un prix du carbone. Prix du carbone, le problème c'est qui décide du prix? Personne ne peut décider du prix, nous dit un néolibéral. Le prix doit être décidé par le marché. Alors ces droits d'émission, il faut qu'ils soient échangeables, négociables sur le marché. Et c'est ainsi qu'on a créé le marché du carbone en Europe. On alloue aux industriels un certain nombre d'émissions, de droits de polluer, et ils peuvent, s'ils en ont trop, revendre ces droits, ou s'ils en manquent, eh bien, acheter ces droits. Et on se disait, grâce à ça, eh bien, on va avoir une incitation pour les pollueurs à moins polluer, puisque on sera rémunéré, parce qu'on a des droits qui sont alloués dès le départ, en vendant ces droits d'émission, si on pollue moins, et on devra payer, un peu comme si on était taxé, si jamais on a si on a besoin du droit d'émission supplémentaire. Sur le marché, c'est parti. Sur le papier, pardon. C'est parti. Vous voyez. En plus, l'État, il est en retrait. C'est un marché. Et comme on sait que les marchés sont efficaces, alors ça va être forcément efficace. Le truc, c'est pas du tout efficace. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé exactement les choses que je disais tout à l'heure. Les prix du carbone sont des prix de rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a une partie faible, une partie forte. Donc qu'est-ce qu'ils font ces prix? Ils sont extrêmement volatiles. Ils augmentent, ils baissent, ils augmentent, ils baissent. Mais alors quand on a un marché avec des prix qui sont volatiles, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a envie de spéculer. Et le marché du carbone a été un marché extrêmement spéculatif. On achète, on vend, non pas pour l'utiliser, mais pour gagner de l'argent sur les variations de cours. Et puis à la fin, on a eu la crise de 2008-2009. Le truc c'était en 2005. Les industriels ont commencé à arrêter de produire, donc du coup ils ont moins pollué. Du coup, ils se retrouvent avec des quotas d'émissions beaucoup trop importants, donc les prix sont effondrés. Alors, niveau incitation pour investir dans les technologies bas carbone, 0. On a tout perdu. Il y a trop de quotas, ils valent pas cher, et en plus, ils sont spéculatifs, et ils sont volatiles, et ils créent une forme de spéculation. Ça, vous voyez, c'est un exemple typique de l'idée selon laquelle, pour résoudre un problème, il faut toujours du marché. C'est ça un peu l'idée du néolibéralisme. Il y a un problème de pollution, on va créer un marché de droit pollution. Et si ça ne marche pas, est-ce qu'on prend en compte? Je vous invite à lire ce que dit Jean Tirole il y a eu un certain nombre d'analyses, depuis 2015, au moment des 10 ans, les économistes ont analysé. Ça ne marche pas du tout ce truc. Quand on lit les livres des économistes, vous pouvez lire le livre de Jean Tirole, vous pouvez lire d'autres livres, je les cite, tout le monde dit, tous les économistes disent, regardez, le marché du carbone, c'est le bon truc, quoi. Et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron avec la taxe carbone? C'est la même chose, je vais faire un prix du carbone. Je vais inciter les gens à prendre moins la voiture en renchérissant le coût de l'essence. L'idée derrière, c'est simple, c'est les agents peuvent être pilotés par les prix. Les comportements individuels sont pilotés et organisés par un système de marché qui détermine les prix. La réalité, que dit les Gilets jaunes, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Parce que si vous voulez qu'on arrête de prendre une voiture, il nous faut un transport collectif fiable. C'est pas juste en augmentant le prix de l'essence que les gens vont arrêter. En fait, pour eux, ce qu'ils constatent, c'est que c'est un système totalement injuste et arbitraire, qui ne résout pas leurs problèmes de circulation. On a créé des périurbains extrêmement éloignés de centre-ville, on a créé des zones industrielles qui elles-mêmes sont éloignées de centre-ville, donc de toute façon, et puis qui sont évidemment pas l'endroit où j'ai envie, donc de toute façon les gens faut qu'ils se déplacent, et on n'a pas créé de système de déplacement correct. Et même au contraire, on fait l'inverse, on supprime, vous voyez bien qu'on ferme des gares, et qu'on supprime des voies ferrées, et qu'on met à la place des gares qui sont polluantes. C'est le marché. Et vous voyez bien que le marché ne fonctionne pas. Quand il a fallu, quand on compare, par exemple, Jean Tirole, excusez-moi, je parle beaucoup de Jean Tirole, mais c'est quand même l'archétype. Il est allé, en 2013, je le cite dans le livre, il est allé parler à l'agence de régulation des marchés ferroviaires. Parce que maintenant, tous ces marchés, quand ils sont libres, en fait, ils dysfonctionnent, donc on met des agences de régulation pour les faire fonctionner. Mais surtout, pas intervenir dedans. Ça c'est le principe de l'ordolibéralisme. C'est-à-dire que, comme les marchés n'arrivent pas à fonctionner, on les fait fonctionner par des autorités indépendantes. Indépendantes de quoi? Bien sûr, de pouvoir politique. Bref, Tirole arrive là-bas, dans ces autorités indépendantes, entre Tifour et Champagne, et il fait un discours dans lequel il explique à quel point ça va être génial lorsqu'on va libéraliser le marché, ouvrir la concurrence la SNCF. Alors, premièrement, cette histoire de monopole de la SNCF, excusez-moi, mais c'est idiot. La SNCF est en concurrence
concurrence avec tous les autres moyens de transport. Et en particulier la voiture, maintenant l'autocar, le camion. voilà, et plein d'autres choses. Donc dire que le SNCF est en monopole, c'est absurde, c'est avoir une vision du marché extrêmement étroite. Et il dit, c'est encore mieux ça, grâce à l'ouverture à la concurrence, on est en 2013, hein, et on sait qu'il n'y a pas d'ouverture à la concurrence, c'est déjà programmé, c'est déjà dans les tuyaux. Bien sûr, l'État aurait pu dire non, et Macron aurait pu dire non. Mais bon, c'était ça. On va avoir en 2019, il ne faut pas tromper de date, hein, il va y avoir l'ouverture à la concurrence. Cette ouverture à la concurrence, dit Tirole, elle va marcher. Comment on sait? Ça va marcher, pourquoi? Parce que regardez aux États-Unis, ça a bien fonctionné. Je prends l'exemple des États-Unis. Moi, j'ai été aux États-Unis pendant ces vacances, et je vous garantis que le train américain, c'est quelque chose. Hein. Il y a très peu de lignes de chemin de fer. On a eu un retard de 10 heures, 11 heures, je pense, pour aller de Atlanta à New York. Le train va à 80 km/h. Voilà. On veut aller de Atlanta à la côte, il n'y a pas de train. Il y a très très peu de voies de chemin de fer. Comment peut-on comparer un réseau ferroviaire comme celui des États-Unis avec celui de la France qui n'a absolument rien à voir? On ne peut pas, c'est juste deux réseaux tellement différents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'idée selon laquelle, de toute façon, la concurrence va rendre l'efficacité du marché, c'est une idée qui est admise. Et qui est admise, pourquoi? Parce qu'on croit, on a une espèce de foi aveugle dans la capacité du marché à s'autoréguler par la concurrence. Le fait qu'il puisse y avoir un système monopole qui fonctionne, c'est une idée qui ne vient pas à l'esprit d'un économiste qui est totalement biberonné depuis très longtemps par l'idée du marché parfait. Et alors, ça c'est un peu ce que j'explique dans le livre. D'où vient cette idée du marché parfait? Elle n'est pas, elle n'est pas à l'origine de l'économie. Elle vient en fait d'une forme de révolution, ça s'appelle la révolution marginaliste, qui arrive à la fin du XXe siècle. Donc on ne croit pas au marché parfait. Bref. Je pense que vous avez le temps de laisser la parole. Je termine donc cet exposé par une sorte de conclusion en expliquant que le néolibéralisme, c'est une idéologie politique. C'est pas une idéologie économique. C'est l'idée d'organiser la société selon un certain nombre de principes. Ces principes reposent sur une foi aveugle dans une certaine théorie économique qui n'a jamais été démontrée par les faits. Et lorsque les économistes vous disent, comme Jean Tirole, regardez la concurrence dans le ferroviaire, ça marche, vous avez aux États-Unis, c'est absolument régulier. On va faire baisser des prix, on va organiser, on va déréguler, et vous allez voir, vous allez avoir l'optimum. En fait, ils se fondent sur une théorie économique qui existe, qui n'a jamais été démontrée. Pourquoi? Parce qu'elle ne rencontre jamais le réel. Et le problème, c'est qu'on a donc affaire à une forme d'idéologie qui, pour moi, est mortifère, parce qu'elle vise à encastrer la société dans les règles de l'économie, c'est-à-dire à organiser l'ensemble de la société dans l'économie, c'est ce que dit Polanyi. Au lieu que le marché soit au service de la société, c'est la société dans son ensemble qui est mise au service du marché. Et cette idéologie est fondée sur le principe de concurrence, comme libre démocratie, qui segmente, atomise les gens et les oblige à être tous compétitifs que son voisin. Donc on a un système qui organise une forme de compétition généralisée de tous compétitifs. C'est un système mortifère, c'est un système qui détruit le cœur de ce que c'est que la société et qui en plus n'a jamais démontré sa performance. Merci. C'était la fête à Jean Tirole ce soir, qui avait d'ailleurs été salué par François Hollande, hein, je pense qu'il faut le rappeler, qui était plus intéressé d'ailleurs par ce genre de compromis que par un économiste un peu alternatif, je pense à Thomas Piketty par exemple, bon. Et d'autres. Donc la parole est à la salle. Émeric. Ma première question, est-ce qu'on peut réduire ou définir le néolibéralisme dans une acception de capitalisme financiarisé? Je crois que dans le temps qu'on connaît, je prends qu'un seul exemple, Airbus, cette belle et grande réussite européenne qui nous est tout le temps présentée, capable aujourd'hui de sortir 2 avions par jour de ses usines,
en 2016, a distribué plus de dividendes qu'elle n'a réalisé de bénéfices. Donc on assiste là à une prédation extrêmement accélérée et, à mon sens, dans la crise qui est la nôtre, à une crise de la production. D'abord, il faut redéfinir nos paradigmes de production avec l'impératif écologique, mais aujourd'hui, avec un poids de la finance et de la spéculation de plus de 2 fois le PIB mondial, on a cette crise-là. Et je la mets en parallèle pour faire le lien entre les deux interventions, celle de Jérôme, que je remercie avec Caroline d'avoir organisé cette soirée, et celle de l'économiste qui a suivi. On a une phase que, pour notre part, au Parti communiste, on a qualifiée de capitalisme monopoliste d'État, puis les crises des années 70, l'introduction du chômage de masse, je vais très très vite, au risque d'être complètement caricatural, la financiarisation de l'économie qui a suivi, l'échec donc de la gauche avec le tournant de 83 et la fin de cette crise qui est caractérisée, à mon avis, par le quinquennat Hollande, ce qui fait qu'on est tous réunis dans cette salle avec plein d'organisations politiques à gauche, toutes en crise et toutes déterminées à reconstruire la maison commune, en tout cas je l'espère. Est-ce que le populisme, finalement, c'est pas un cri face à ce qui est considéré comme une perte de puissance politique, qui peut s'exprimer donc du côté d'Orban, etc., avec le parti de l'ordre, la puissance très virile presque, et de l'autre côté, par une volonté de remettre la main politique dans les marchés, etc., un populisme plus à gauche. Je finis, pour pas être trop long, par une chose qui me frappe en ce moment, et même dans nos rangs, qui n'est pas exempt, on dit augmentation des salaires. Moi je suis très heureux qu'un mouvement comme celui des Gilets jaunes, j'aurais pas mis un centime de pari là-dessus, donc je le dis en toute modestie, arrive très vite sur salaire et ISF. Et aujourd'hui, je discute avec une camarade, ah ouais, mais avec le ISF, c'est 4 milliards, ça suffira pas à compenser l'augmentation des salaires. Ce qui me frappe et ce qui me fait parfois avoir des désaccords, y compris avec des camarades de la France Insoumise, c'est que peuple contre élite versus gauche contre droite, ce que je lis moi comme une expression de la lutte des classes, c'est qu'on laisse le patronat tranquille dans cette période. Quand bien même on voudrait que l'État participe, on peut rappeler qu'il y a les 40 milliards de CICE qui ont été... Voilà, 40 milliards de CICE dont on n'a pas fait la preuve qu'ils ont créé le moindre emploi depuis... Voilà, qui devait toucher l'industrie, qui touche qu'à 19%, bon, on peut développer longtemps. Si mes chiffres sont bons, parce que moi j'ai une licence, donc je peux postuler à Radio France, mais d'histoire, donc je parle sous le contrôle des économistes, on aurait une augmentation du SMIC de 12, un peu mécanique, 12 à 18 milliards d'euros. Quand bien même on voudrait que l'État la compense pendant X années, il suffit de prendre dans le CICE qui ne sert à rien pour pouvoir... Mais tout ça pour dire que même dans ce mouvement-là, on fout la paix au patronat. Aujourd'hui, on a Macron d'émission sur les ronds-points, ce que j'appelle une envie de retour à la puissance publique, de dire que l'État, celui-là, il fait rien, donc il faut changer. Et en même temps, ces deux revendications, je crois qu'on a besoin de retravailler aussi ces contradictions-là. Ce que je vous propose, c'est de prendre une salle d'intervention, puis après David répondra au fur et à mesure. Si toutes les questions sont comme ça, pas plus de deux. Hein. Ouais. C'est à toi. J'ai une question, merci pour votre intervention. Déjà, je trouve vraiment passionnante, très intéressant, super intéressant. Et ma question, c'est plus simple, c'est juste, je voudrais savoir, parce que j'ai l'impression que sur un méthode là-dessus, comment vous définissez le populisme, et du coup, si c'est pas, du coup, est-ce qu'on peut voir ça comme une bonne nouvelle, la montée des populismes à partir du moment où, parce que j'ai compris, ça peut s'opposer au... C'est un mouvement qui s'oppose au piège. Très bien. Oui, Eric Rizzo. Moi, justement, c'est mon intervention, question, et dans le prolongement de ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il faut utiliser ce mot populisme? Alors, dans les années 30 du XXe siècle, un gouvernement comme celui de Perón en Argentine, on le qualifiait de populiste, je crois. Bon, on le différenciait un peu des gouvernements fascistes qu'on connaissait en Europe, Allemagne, Italie, Espagne, parce que il y avait des éléments de corporatisme, mais c'était pas complètement l'écrasement de toutes les organisations du mouvement ouvrier, donc c'était populiste et ça s'appuyait sur des mobilisations de masse,
qui prenait quelques éléments à gauche, quelques éléments à droite. Bon, ça, je vois bien ce que c'était à peu près à l'époque. Aujourd'hui, je pense par exemple, David, quand tu dis Syriza, c'est populiste. C'est pas moi qui dis. Non mais attends, Non, non, le bloco au Portugal, c'est populiste. Moi, je crois pas. Alors, Podemos, oui. Enfin, alors, est-ce que ce terme-là, qui recouvre dans le langage courant aujourd'hui aussi bien le mouvement 5 étoiles que Podemos ou que la France insoumise, est-ce que ça a une utilité ou est-ce qu'au contraire ça brouille pas les cartes? Alors bien sûr, ceux qui défendent à gauche le populisme, à partir des travaux de Laclos et Mouffe, hein, c'est ça, en grosso modo ils disent quoi? Le marxisme s'est dépassé. Chantal Mouffe a été formée par Althusser. Alors qu'elle dise que le marxisme d'Althusser est dépassé, je peux comprendre. Mais surtout, la lutte des classes est dépassée. Bon. Et c'est ça, moi, qui ne me va pas. Parce qu'aujourd'hui, ce serait quoi? Le peuple et les élites. Oui, mais le peuple, c'est qui, c'est quoi? Est-ce que, par exemple, tu dis, David, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement populiste? Il peut avoir une expression politique, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est le pur produit, c'est une lutte des classes. Oui, bien sûr, mais j'ai pas dit le contraire. Non, mais je n'ai pas dit le contraire, mais moi je préfère qu'on emploie ces termes-là, sinon le mot populisme, on ne sait plus ce qu'il veut dire à la fin. Alors, évidemment, Jean-Luc Mélenchon essaie de brouiller les cartes. Moi je ne pense pas qu'il soit encore en dehors de la gauche. Bon. Pour autant, il brouille les cartes. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça ramène plus de gens à la gauche qu'on veut reconstruire et construire les uns et les autres? La maison commune là, dont parlait David. Moi je pense qu'il y a toujours une lutte des classes. Bon, c'est ça qui guide quand même les contradictions fondamentales, qui explique ce qui se passe en Europe. Alors, ça vient de l'Europe, oui, mais enfin, les gouvernements successifs ont tous accepté. Ça ne vient pas que de l'Europe. Comme tu le dis, les gouvernements successifs pouvaient s'opposer, peuvent dire non, peuvent dire merde, peuvent... voilà, bon. Donc, je pense que le mot populisme, moi, je ne l'utilise quasiment pas. Parce qu'il y a des mouvements d'extrême droite, ça existe. Il y a des courants de gauche qui peuvent être confus, etc. Mais si on met tout ça sous le mot populiste, je pense qu'on n'aide pas à clarifier la situation aujourd'hui pour reconstruire, construire, rassembler tous les courants de gauche qui veulent s'opposer à l'Europe libérale, au néolibéralisme, etc. Donc voilà, moi c'est tout. Alors, on monte cette question-là, ce que je vous propose, on prend ces 4 questions-là, et vu la densité des 3 premières, et je pense aussi de la 4e, ça sera la parole à David pour qu'il réponde. La deuxième était correcte. Ne mettons pas tout le monde dans les Ouais. Moi, c'est une question courte. Oui. C'est revenir sur un des points que vous avez abordé, c'est le prix de réserve. Parce que vous avez dit qu'il était déterminé par les gens eux-mêmes, mais à partir de quelle base? Parce que moi, j'ai l'impression que même dire 5 euros, 6 euros, ça ne représente de rien. L'argent, en fait, ça n'a pas de valeur que relativement à d'autres biens et services. Du coup, c'est ça la question. Si vous pouvez clarifier un peu comment on peut déterminer ce prix, est-ce qu'il a vraiment quelque chose à sens? Oui, je vais commencer par cette question. Après, par les populistes, on va terminer sur le capitalisme financiarisé, le prix de réserve, en fait, c'est un concept. Hein. C'est l'idée qu'il y a un prix en dessous, au-dessus duquel on refusera la transaction. On part du principe que toute personne a un prix, tout acheteur a un prix au-delà duquel il n'achètera pas. Alors, vous avez raison, les choses sont en fait beaucoup plus floues que cela. C'est-à-dire concrètement, d'ailleurs c'est comme ça que les commerçants fonctionnent. Ils vous appâtent avec un prix, puis ensuite on rajoute ça, puis en fait on se retrouve toujours à plus acheter que ce qu'on voulait. À la base, vous voyez, c'est donc, mais bon, pour raisonner, on admet qu'il existe un prix, à la fois chez l'acheteur et chez le vendeur, qui rompt la transaction. C'est-à-dire que si je vous dis, tenez ce livre, je vous le vends pour 100 000 euros, vous n'allez pas acheter vos 100 000 euros. Alors, peut-être parce que simplement vous n'avez pas 100 000 euros, mais aussi parce que, voilà, c'est juste absurde, quoi. Voilà, il y a forcément un prix limite, c'est ça l'idée. Par rapport au troc, le troc, il n'y a pas de valeur intrinsèque au produit, mais on va arriver à des échanges complètement différents. Mais le troc, il y a aussi une forme de prix de réserve. Puisque dans le troc, il y a j'accepte ou je refuse, quoi. Je vais dire, bah tiens, ce livre, je veux bien contre 2 poulets, mais pas contre un poulet. C'est-à-dire, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on accepte toujours la transaction.
on acceptera un truc que tu la trouves juste. C'est-à-dire si elle nous correspond à nos besoins. Donc pour résumer, ça dépend des individus et du Voilà. contexte. Alors, ça c'est important. C'est-à-dire que j'ai un peu été vite sur une question importante dans ma demande, qui est que chaque individu ayant son prix de réserve, quand je dis on va arriver sur le prix de réserve des acheteurs ou de réserve des vendeurs, et bien en fait les choses sont plus compliquées que ça parce que tous les acheteurs et tous les vendeurs n'ont pas le même prix de réserve. Ce qui permet d'expliquer que les prix peuvent être un peu au-dessus du prix de réserve de certaines personnes, voilà, et que c'est pas aussi simple que ce que j'ai montré dedans. Mais en réalité, nos prix de réserve, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous extrêmement différents lorsqu'on est dans la même catégorie sociale. Si on est tous des ouvriers, on va avoir tendance à avoir les mêmes types de prix de réserve. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes besoins, les mêmes types de vie, etc. Évidemment, et donc en fait, la question du marché se pose parce qu'en réalité, le marché est extrêmement cloisonné. Les ouvriers, les cadres, les patrons de Renault, ils n'ont pas le même pouvoir d'achat et donc ils n'ont pas du tout la même logique, ils n'ont pas du tout les mêmes choses. Mais donc voilà, donc j'ai été un peu rapide. C'est vrai que les prix de réserve ne sont pas uniformes. Alors, en fait, c'est un concept, disons, c'est abstrait. On essaye à des études qui essayent de trouver le prix de réserve. On fait des expériences, par l'économie occidentale, on essaye. Voilà. C'est toujours un peu compliqué, mais les gens qui font du marketing, ils utilisent cette notion. À combien on va vendre une voiture, quoi. Et la limite, je trouve ça quand même, c'est le fait que le prix de réserve, comme vous disiez, intrinsèquement, il est volatile entre les individus, et ça va être plus homogène dans un groupe social. Et ça veut dire que si on voit le marché, si on voit la société de façon plus globale, mondiale, etc., même à l'échelle d'un pays, il y a des énormes différences. Donc déjà, c'est au contraire, mais chaque produit a comment dire, une clientèle précise. Vous voulez produire une grosse berline, évidemment, vous vous adressez à un public qui est particulier, qui n'est pas l'ensemble de la société. Et les gens qui vont voir, typiquement, vous avez qu'à voir les pubs, comment elles sont conçues, ces berlines-là. Elles s'adressent à des gens qui ont plus de 50 ans. Pourquoi? Parce que c'est eux les acheteurs. Et les cadres supérieurs, parce que c'est eux qui les achètent. Donc là, le prix de réserve, on sait comment il est. Et je vous garantis que lorsque une entreprise décide son prix, elle pose toujours la question, voilà, combien je peux en vendre par rapport à ça. Si je vais au-delà d'un certain prix, les gens, ils vont compris, voilà. Faut qu'on avance. Pour imaginer, tu as le prix d'une bouteille d'eau, tout le monde ne savait pas ce que ça vaut, classe aisée ou pas. Mais alors, tu es en plein désert et tu meurs de soif, combien vaut la bouteille d'eau? Mais le prix de la bouteille d'eau, c'est aussi hallucinant. Moi, pour venir en train, je peux acheter la bouteille d'eau à la gare. Tu dois aller pour avoir la bouteille d'eau si vous êtes 10 et qu'il n'y en a qu'une. Je peux acheter la bouteille d'eau à la gare, elle vaut 1,50 €. Je l'achète dans le supermarché à 100 mètres de la gare, elle vaut 25 centimes. La même bouteille d'eau. Et le litre d'essence, c'est un peu la même chose. Alors, si vous voulez bien, on va continuer à répondre aux deux autres questions, et puis on reprendra une autre salle de questions si possible. Donc la question du populisme, définir le populisme, et je retiens aussi l'autre partie, c'était est-ce une bonne nouvelle? Tout d'abord, le populisme, c'est pas moi qui l'ai défini, c'est pas moi qui ai inventé le terme, il est inventé par des politiques. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de populisme et qu'il y a la lutte des classes. Parce qu'en fait, on parle de deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La lutte des classes s'incarne de plein de façons possibles différentes. Moi, je pense que c'est une voie populiste qui touche le produit de lutte des classes, y compris lorsqu'il débouche sur des populismes de droite. Eh bien si, parce que c'est justement ça que j'essaie de démontrer. C'est une quête d'égalité. C'est les gens qui votent Viktor Orban, c'est les classes populaires. Donc, on a bien. Alors, le problème, c'est que la lutte des classes est un concept. Et l'expression politique de ce concept peut avoir plein de façons différentes. Et la lutte des classes ne se traduit pas par toujours, et même aujourd'hui plus du tout, par un vote par exemple communiste. C'est pas parce que vous dites qu'il y a des classes en lutte que forcément les gens vont voter pour des partis qui vont considérer la lutte des classes. Donc le problème il est qu'on parle de deux choses totalement différentes. Quand on parle de populisme, on parle d'un phénomène politique qui traduit lui-même une tension sociale qui elle-même peut s'apparenter à un problème de lutte des classes. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais seulement dire, on ne peut pas analyser pareil Viktor Orban et Podemos, eh bien moi je pense que si. C'est justement ça que j'essaie de faire. C'est-à-dire que concrètement, la racine du problème est la même, l'expression politique elle est totalement différente. Parce que les sociétés sont totalement différentes, parce que les problèmes sont pas pareils. Parce que être victime du capital ou de la mobilité du travail, c'est pas la même chose d'un point de vue politique. Et pourtant, ça représente le même problème. D'ailleurs, le marché unique,
Aujourd'hui, on n'a pas la liberté à un pays, un type Mélenchon serait au pouvoir, et d'ailleurs c'est une partie des grosses critiques qu'on lui fait, on ne peut pas revenir sur le marché politiquement. C'est un système qui est complètement intégré dans l'ordre juridique européen. Donc sans rompre avec l'Union européenne, on ne peut pas aujourd'hui rompre avec le marché unique. Et même les Britanniques démontrent que même en essayant de rompre avec l'Union européenne, on n'arrive pas à se décacher du marché unique. Hein. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur la question du backstop. Mais donc, alors, Mouf, le moufisme, je ne sais pas si je suis d'accord avec toi ou pas, mais parce que tu ne l'as pas dit explicitement, moi je vais dire explicitement, le moufisme, c'est connerie. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En fait, pour moi, le moufisme, c'est. Alors, le moufisme, c'est dire ce que dit Chantal Mouffe. Philosophe. Voilà, ce que dit Chantal Mouffe, c'est il y a plus de lutte des classes, justement. Il y a une lutte du peuple contre les élites. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Non, c'est pas ça, le populisme. Le populisme, c'est l'expression politique d'une lutte des classes. Le populisme, c'est ça. Et l'expression qui peut prendre différentes formes. J'y reviendrai sur la définition. Mais dire il faut faire la différence entre la carte et le territoire. L'analyse de Mouffe de ce que c'est que le populisme est pour moi une analyse fausse. C'est-à-dire dire qu'on va pouvoir rassembler le peuple et créer un peuple. Hein, je dis aussi ce que je dis sur Le Vent se lève avec Néron qui est interviewé, qui fait de l'interview totalement vide de sens, en lequel il emploie plein de mots compliqués pour dire rien à la fin, c'est-à-dire voilà, on va rassembler le peuple. Mais qu'est-ce que c'est que le peuple? Voilà, on ne sait pas. On va créer un peuple. Qu'est-ce que c'est? Puis ensuite, quand on va voir, alors on fait quoi fiscalement? Là, on ne sait pas quoi dire parce que concrètement, les intérêts de classe sont pas du tout ceux qui sont analysés par des gens qui sont adeptes du moufisme. Les intérêts de classe existent et ils sont contradictoires. Et le petit commerçant, l'ouvrier, le cadre supérieur, le chef d'une grande entreprise, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et du coup, il ne faut pas faire peuple avec tout ça. Moi. Et en fait, pour moi, le moufisme, c'est une stratégie du marketing électoral. C'est uniquement ça. Et ce que fait Mélenchon, c'est du marketing électoral. C'est pas une analyse politique, c'est pas une analyse sociologique, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir penser le monde. Si on fait en gros, il dit je ne vais plus avoir un drapeau rouge, maintenant je vais avoir un drapeau français. Si ça marche électoralement, très bien qu'il le fasse. Mais c'est pas une analyse politique ça. C'est juste du marketing. Et donc, moi quand j'emploie le mot populisme, je ne peux pas opposer l'idée classe au populisme, parce que je ne suis pas sur le même niveau de lecture. Le populisme, d'abord, c'est un concept qui est inventé par un ensemble de politistes. Alors, justement, j'ai lu. Voilà, moi au départ je ne suis pas très convaincu, j'ai lu le livre de Badi qui explique et qui caractérise ces mouvements. Je pense que les populismes apparaissent dans des phases, dans des périodes, on va dire, justement de désidéologisation, En gros, les gens votent pour des gens, pour des représentants politiques qui disent, en gros, qu'est-ce qu'ils disent? On va changer de système, qui disent justement ce que dit Chantal Mouffe, on va rassembler le peuple contre l'élite, etc. Mais voilà, mais c'est pourquoi ces gens votent tout ça? Pourquoi y a-t-il ces mouvements populistes qui apparaissent? Et la question au fond, c'est plutôt celle-là. C'est parce que je pense que la Ligue des classes ne trouve pas une expression politique qui correspond. Oui, d'accord. Mais du coup, l'expression politique va être totalement différente en fonction des sociétés. Elle peut être, du populisme de droite, elle peut être du populisme de gauche, etc. Mais derrière, il y a pour moi, il y a la même source économique. Et il y a la même désagrégation sociale. Et bon, après, je suis qu'au début de ce travail, mais je pense que le populisme exprime quelque chose de spécifique, qui est justement à la fois une forme de quête d'égalité de la part d'une majorité de la population, qui ne trouve pas de débouché politique, et qui est l'expression d'une désagrégation sociale. Si on n'a pas l'ensemble de ces éléments, on ne peut pas avoir populisme. Et donc, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est quels sont les éléments qui expliquent cela. Et certes, entièrement d'accord, le populisme de Viktor Orban et le populisme de Pablo Iglesias n'ont absolument rien à voir. Oui, dans leur expression politique, mais les racines pour moi sont les mêmes. Et c'est ça qui m'intéresse. Et après, je suis d'accord que c'est un début de travail, hein, c'est pas le. Mais ces racines sont de fait la lutte des classes. On est d'accord. Mais la lutte des classes dans une société qui est déstructurée politiquement. C'est-à-dire que la lutte des classes dans une société des années 60-70 se traduit par un vote communiste extrêmement fort, etc. La lutte des classes, et même en partie d'ailleurs par un vote RPR,
Si je peux rajouter, c'est parce qu'aussi une grande partie de la gauche a accepté le néolibéralisme. Mais Donc, bien donc sûr. pour une grande partie de la population, c'est des désarroi idéologique. Mais bien Je sûr. ferme la parenthèse. Alors, alors justement, du coup, j'en reviens sur la question. Est-ce que le populisme est une bonne chose s'il s'oppose au libéralisme? C'est non. La réponse est non. Parce que le problème, c'est que le populisme n'est pas forcément des mouvements progressistes. Moi, quand je vois Trump, je vois du populisme. Parce que maintenant, je commence à l'analyser comme étant une espèce de revanche, et je reviens sur les populistes. Oui, c'est ce que tu as dit là. Le populisme, c'est bien l'idée de reprendre en main l'économie par le politique. En fait, pour moi, au fond, c'est ça qui est un populisme. Je veux reprendre en main. Seulement, je peux reprendre en main de plein de façons différentes. Et je vote pour des gens qui vont dire, moi, je vais reprendre en main l'économie sur le politique. Et Trump, c'est ça. Viktor Orban, pour moi, c'est ça. Podemos aussi, quelque part, c'est ça. Donc, on a une réaction, pour moi, néolibérale. Le problème, c'est que ça peut vouloir dire plein de choses. Et en fait, ce que je dis dans l'article que j'ai publié récemment, le 31 décembre exactement d'ailleurs, sur le Figaro Box, par contre c'est droite, mais bon, il me permet de m'exprimer longuement, sur 4 pages, je dis que finalement Trump, c'est une gouvernance économique illibérale. C'est l'illibéralisme appliqué, mis en œuvre dans le cadre de la régulation économique. Et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on y gagne. À la limite, moi, je ne cherche plus à savoir si c'est bien ou pas bien, parce que pour l'instant, on va de pire en pire tout le temps. Donc, mais par contre, c'est intéressant, parce que c'est la fin du néolibéralisme. C'est le début d'autre chose. Pour moi, c'est pas du fascisme, c'est pas du totalitarisme, c'est encore un truc nouveau. Je ne sais pas trop ce que ça va être. Ça sera peut-être pas très bien pour les oublier non plus. Voilà, mais c'est quelque chose de différent. Donc du coup, si on prend ça par le bout, c'est que le néolibéralisme, en fait, il engendre lui-même un mouvement qui va à son encontre. Oui, exactement. C'est ce que dit Karl Polanyi. Il parle de contre-mouvement. C'est le concept de Polanyi, il parle de contre-mouvement. Voilà. On a le néolibéralisme et puis il ne fonctionne pas. Donc on a la société qui se cadre, qui invente des trucs et qui va proposer des solutions provisoires qui vont elles-mêmes voler en éclats parce que le néolibéralisme va être incompatible. Et à la fin, on va arriver vers un gouvernement qui va être l'antithèse du néolibéralisme et qui peut être un truc extrêmement dangereux. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On est forcément populiste à partir du moment où on veut changer les choses. Ça dépend comment on les change. Si on est en fait, après là je dois réfléchir encore. Mais pour moi, si on dit je veux reprendre la main, je ne crois pas au libre marché, je veux que le politique dirige l'économie, pour moi on est en quelque sorte populiste. Voilà. Voilà, mais c'est très faible en fait. Parce que le populisme par définition c'est un truc faible. C'est un truc qui arrive dans un contexte de désorganisation des idéologies politiques. Et je termine sur moi en fait j'utilise plus du tout ce terme des capitalismes financiarisés. Pourtant ça révèle quelque chose, mais je pense qu'on est déjà au-delà de ça. Je veux dire par là que ça, en fait, si on veut reconstruire l'histoire récente, moderne, je pense que oui, on a une autonomie de la finance qui arrive dans les années 80-90, mais au fond, elle est due à quoi? Et au fond, comment elle fonctionne? Et en réalité, le capitalisme financiarisé, c'est pour moi la conséquence du néolibéralisme. C'est-à-dire à la fois de l'ouverture des marchés financiers, la dérégulation des marchés financiers, l'ouverture des marchés de capitaux, du libre-échange et de la mondialisation. Et tout ça a permis en fait de réorganiser des rapports de force industriels et économiques, dans lesquels finalement, et je reviens, ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui ont le contrôle. Et finalement, qui a le pouvoir dans la chaîne, on va dire, de contrôle industriel? Eh bien, c'est ceux qui sont justement les apporteurs de capital. C'est-à-dire que le produit de la financiarisation, en fait, au fond, c'est pas le problème de la finance, c'est le problème des structures de rapport de force au sein de l'économie. Et en libéralisant l'ensemble des marchés, eh bien, on crée mécaniquement un système égalitaire, comme j'essaie d'expliquer, qui va favoriser ceux qui ont le pouvoir, et ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui contrôlent le capital. Donc c'est ça la financiarisation. Mais en fait, oui, du coup, je le replace dans un contexte plus large. En fait, je ne parle pas de très peu des marchés financiers dans ce livre, exprès en fait, parce qu'on a beaucoup parlé. Parce que tout le monde a conscience que voilà, il y a
évident, qu'il y a le marché financier, que les marchés financiers déraillent, que les banques font faillite, on n'aime pas les banques, on n'aime pas les banquiers, on vote pas pour Macron, je sais pas pourquoi. Mais voilà, mais tout le monde a intégré ça. Mais je pense que les gens n'ont pas encore intégré, notamment ces phénomènes vous voyez, de concurrence industrielle, de polarisation. Donc c'est pour ça que j'essaie plutôt axer là-dessus. Alors, je vais prendre peut-être là dans les 5 minutes qui restent les deux ou trois dernières interventions pour que David puisse répondre, parce qu'il va nous quitter vers 8h30 impérativement. Donc, il y a Antoine, les camarades là, Denis là, voilà, ça fait 3 et 4. Et 5. Donc je vais vous demander d'être vraiment concis. Antoine. D'accord. Donc en ayant une petite pensée aussi, parce qu'on a cité beaucoup d'économistes, pour Bernard Maris, parce que c'était quand même un de ceux qui exprimait, y compris sur France Inter, la pensée progressiste économique. Oui, juste, est-ce que tu vois dans ce contexte-là des questions, des problématiques qui peuvent appeler à un minimum d'espoir? Je pense aux contradictions qu'il peut y avoir, y compris dans les différents régimes ou politiques qui sont mis en place. Alors en Italie, une politique pseudo-sociale qui se met en place par rapport, qui affronte de ce point de vue l'Union européenne. En Hongrie, que tu as cité beaucoup, le fait qu'il y ait maintenant un affrontement social autour de la question du travail avec le gouvernement Orban, peut-être des pistes à voir au niveau de l'éclosion peut-être de choses qui se passent. Et pour parler un petit peu plus politique, est-ce que tu vois autour de quelles revendications mises en avant éventuelles, sociales, tu vois la possibilité d'une remobilisation de ce qu'on pourrait appeler la gauche? Très bien. D'abord, le camarade là, voilà, et après ça sera ça, et après Alors, une question toute simple. Hein. Le néolibéralisme est-il une religion selon vous? J'apprécie cette question pour. Je mets la pression là. Non, mais ce sera peut-être. Je sais que j'ai l'habitude. Moi, je crois que le populisme, c'est la maladie du peuple, comme le nationalisme est la maladie de la nation. Et donc, on ne va pas se polariser sur le populisme, puisque tu l'as très bien dit, c'est le fait de la désagrégation sociale de la société, et c'est les conséquences du fait que la société est complètement prise en main par le libéralisme, par le néolibéralisme. C'est-à-dire qu'il va absolument faire la différence. Donc, tout ça c'est une maladie, et on est en plein dedans. Donc, il s'agit de voir comment la responsabilité du politique, c'est de traiter la maladie. C'est la défaillance du politique qui conduit à la maladie, que ce soit le fait que la droite comme la gauche ont laissé faire le néolibéralisme à une époque et ont mis en place le système du marché unique pour imposer le marché dominant sur la société, sur le politique. Ils ont laissé faire, ils ont la responsabilité totale de ça. Et maintenant, évidemment, quelle peut être notre responsabilité à gauche quand il s'agit de reconstruire la gauche, puisqu'elle a complètement échoué en accompagnant le néolibéralisme. Il s'agit de rebâtir sur des analyses correctes, c'est-à-dire constater ce qu'est le néolibéralisme, tout ce que tu as fait, et puis faire une offre politique aux citoyens, parce que si les citoyens sont paumés, si on a une crise démocratique, c'est parce que le politique ne fait pas d'offre et ne sait pas analyser la situation. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Et il me semble que c'est quand même possible que les différents partis de gauche, dans le cadre de la décomposition, tous les partis de gauche sont affaiblis, mais il s'agit de recomposer. Et donc, dans le cadre de la recomposition, il faut voir quelle analyse on fait du néolibéralisme et quelle offre on va proposer. Et je crois que c'est... je veux pas... non, mais je veux dire quand même, je suis partie prenante en tant que mouvement républicain et citoyen, de l'offre qu'on va essayer de penser à partir de Valence, et qu'on va essayer de penser, c'est refonder
la gauche républicaine pour qu'elle puisse accueillir l'ensemble de la gauche ensuite pour faire une proposition, une alternative au néolibéralisme. C'est ça qu'on est en train de faire. Et j'invite tous les militants, tous les citoyens et tous les partis de gauche à réfléchir dans ce sens-là. C'est urgent. Merci. Le guide vous demandez là aussi d'être oui, concise. d'autres qui sont plus longs. Non, mais ça sera très concis, puisque en fait, je voulais intervenir sur certains points que Michel a développés. Mais moi, ma question, elle était plus générale. C'était pas, bon, comment on va reconstruire, etc. C'était par rapport à la remarque de notre interlocuteur, tout à l'heure. David, voilà, c'est ça. À un moment, vous avez dit quelque chose qui m'a un tout petit peu choqué. Le populisme, pour moi, justement, c'est très faible. Enfin, il me semble, hein, c'est trop. C'est juste, c'est une demande, justement, du politique par rapport à l'économie. Or, c'est le mot faible, moi, qui m'a juste un peu choqué. Faible veut dire doctrinalement, idéologiquement, d'accord. On s'entend, parce que, voilà, c'était juste une mise au point. Voilà, il s'agit bien quand même. Voilà, c'était une sorte de mise au point que je souhaitais quand même. Il s'agit bien, si on croit quand même ici, enfin, à quelque chose qui s'appelle le politique ou la politique, de effectivement redonner effectivement du pouvoir aux politiques, mais avec un gros point d'interrogation, je le reconnais. C'est-à-dire comment aujourd'hui, à l'intérieur par exemple de l'Europe, moi il me semble que la marge effectivement d'action du politique est absolument je dirais homéopathique. Hein. Tout à fait. Hein. Elle est homéopathique, mais il s'agit bien, et c'était juste sur le mot faible qu'apparemment il y avait juste une petite mésinterprétation, il s'agit bien quand même de redonner cela parce que, et là, c'est là où je m'inscris quand même en faux par rapport à d'autres affirmations, mais le débat est ouvert. Je pense malgré tout il y a quand même eu un moment où même s'il y a toujours eu des classes, il y a quand même eu ce qu'on pourrait appeler des compromis de classe qui ont permis ce qu'on peut appeler un progrès social, hein, globalement, même si il y en avait sans doute qui en profitaient plus que d'autres, mais il y a eu des moments où il y a eu des progrès sociaux, alors qu'il y avait la lutte des classes. Hein. Donc il y a quand même la possibilité, sans faire l'apologie, mais disons dans le cadre de l'État-nation qui a existé démocratique, d'avoir effectivement des possibilités de progrès. Donc ça, c'était le premier point que je voulais quand même souligner. Le deuxième point, là, qui va faire hurler, mais si effectivement, je pense qu'il y a des vrais mouvements populistes qui s'inscrivent à droite, ne pas se bloquer complètement sur cette espèce de divergence de droite et aller aussi chercher dans les mouvements qui parfois s'expriment à droite ce regain effectivement de vitalité et de demande effectivement je dirais, de contrôle de son destin, il faut aussi aller les chercher là. Non mais, entièrement d'accord, je vais répondre brièvement. Donc maintenant, voilà. La totalité. La totalité. Je vais commencer par cette dernière question parce que je pense qu'elle est très très intéressante. Je terminerai sur la question du fondamental, c'est quelle revendication et quelle proposition. Vraiment, merci pour ces deux remarques. Donc évidemment, le populisme est faible, un peu comme l'institution est faible. Hein, c'est-à-dire un peu faible, quoi. Vous voyez, c'est comme ça que je l'avais en tête. Doctrinalement, voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit que je publiais dans Figaro Vox un certain nombre d'analyses, et je vais continuer de le faire parce que c'est extrêmement lu. C'est des gens de droite. Oui, et moi je lis Figaro Vox. Et des gens de droite, alors avec des côtés de la droite que je déteste personnellement, mais sur les questions économiques, on est complètement en face. Ils n'arrêtent pas de m'appeler pour me dire de réclamer les tribunes, et du coup ça me suscite. Et en fait, donc je suis d'accord. Non, mais d'ailleurs, leur ligne n'est pas du tout celle du Figaro. Hein. Ils sont en lutte interne avec le Figaro, mais bon, le Figaro l'assure parce qu'il fonctionne extrêmement bien. Et du coup, c'est des gens avec qui on peut faire des compromis sur certains trucs, en tout cas sur les questions économiques, sur les questions sociétales, ou voilà. Le compromis de classe, entièrement d'accord. Et là aussi, c'est une réflexion que j'ai eue, qui est dans le livre. Je pense qu'aujourd'hui, justement, le populisme apparaît parce qu'il n'y a plus de compromis de classe. Et s'il n'y a plus de compromis de classe, c'est parce qu'on a eu, alors ça c'est aussi le livre de Strick que j'ai lu après, Paul de Strick, qui dit en fait qu'il y a une forme d'émancipation du capital, grâce ou à cause précisément de la mondialisation. Aujourd'hui, il n'y a plus de compromis de classe possible. Et c'est pour moi la cause profonde de l'échec de la social-démocratie.
la social-démocratie est totalement discréditée, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que deux politiques possibles, soit le nationalisme, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire le repli identitaire, enfin pas identitaire, mais le protectionnisme à l'échelle nationale, soit l'attractivité. Macron. En fait, alors, je sais que je vais faire erreur en disant ça, mais je pense que pour les gens, il y a aujourd'hui, le compromis de classe étant pas possible, c'est soit Le Pen, soit Macron. On est aujourd'hui dans une configuration politique qui fait ça. Et donc c'est à nous de développer quelque chose qui soit, évidemment, ni l'un ni l'autre. Mais on ne peut pas dire, ah ben on va faire de la social-démocratie en faisant des compromis avec le capital, parce que ça, les gens n'y croient plus, quoi. Donc il faut, et c'est ça l'émergence du c'est l'expression de désordre politique, donc je rejoins l'expression de désordre politique, parce que les gens ne croient plus au compromis de classe. Et ça a été possible dans le cadre de frontières nationales. Mais maintenant qu'on a libéré totalement le capital, eh bien, il est libre. Le social est libre et nous écrase, quoi. Parce que rien ne l'empêche. Alors, le néolibéralisme est-il une religion? Alors, en fait, non, parce que le néolibéralisme est une politique qui est elle-même l'expression d'une croyance. Et cette croyance, c'est ça que j'explique beaucoup dans le livre. Cette croyance dans l'efficacité des marchés, qui elle, pour le coup, fonctionne comme une religion. Mais voilà, faut distinguer la croyance et la politique. Et je n'ai pas beaucoup parlé de la croyance, j'en ai parlé plus tout à l'heure quand j'étais à l'Université de Norme de Nantes, parce que là j'ai fait un exposé sur les limites de la pensée économique. Donc là, j'ai pas refait la même chose. Mais vous avez quand même 2 chapitres là-dessus dans le livre, parce que c'est un peu le cœur du livre. Pourquoi la croyance des économistes est fausse, c'est ça qu'il dit. Et ensuite, la politique, c'est autre chose, c'est le néolibéralisme. Alors maintenant, je vais d'ailleurs répondre à une question, et en même temps répondre à toutes les autres questions à la fin, qui a été posée par Émeric. Tout à l'heure, Émeric disait, on pourrait augmenter le SMIC et compenser par l'État. Alors là, on fait du hollandisme, là. Hein. Oui. On fait la prime pour l'emploi. Moi, je refuse absolument. C'est pour ça que je disais qu'il fallait aller chercher les patrons, mais que quand bien même il y avait cette voilà. Et qu'il y avait cette confusion en ce moment. Mais justement, l'ISF suffirait pas. Le salaire ne coûte rien. Le salaire, c'est une répartition des richesses. Le SMIC, l'augmentation. J'ai répondu à une journée du Parisien, tout à l'heure en venant, là, qui voulait me parler d'une des revendications des Gilets jaunes, qui est le SMIC à 1 300 € net. Et il me disait combien ça a coûté. Mais je dis, mais ça coûte rien. Les salaires ne sont pas un coût. Les salaires, c'est une redistribution des richesses. Il y a des gagnants, des perdants, bien sûr. Et la société dans son ensemble ne perd pas. Le salaire n'est pas un coût. Je vais d'ailleurs écrire un truc sur là-dessus, parce que les gens ils sont persuadés que le salaire est un coût. Ça n'est pas un coût. Et donc ça, sur quel espoir et quelle revendication sociale apporter et quelle offre politique faire. Moi, je veux dire, en fait, pour moi, si on veut lutter contre le néolibéralisme et l'affronter au cœur de ce qu'il est, c'est le marché du travail sur lequel il faut agir, et c'est sur les salaires. L'idée de Benoît Hamon de dire, vu qu'il n'y aura plus jamais de plein emploi, il faut taxer les robots et donner un revenu universel, ça, c'est du néolibéralisme. C'est l'expression gauchiste du néolibéralisme. Parce que derrière, c'est le consumérisme. Vous avez le droit à consommer, on va vous donner un revenu pour ça. Alors, 1, ça ne marche pas d'un point de vue économique. 2, c'est totalement du néolibéralisme. Donc il faut opposer au revenu universel les salaires. Augmenter le SMIC. C'est ça la revendication sociale qui, pour moi, est au cœur du point. Parce que derrière ça, il y a une réduction des inégalités. Il n'y a pas de meilleure réduction des inégalités que le salaire. Le salaire, pour moi, ça va être le cœur d'un projet politique de gauche. Et il faut dire, l'objectif, c'est d'augmenter les salaires. Les moyens, évidemment, ça va être ensuite un certain nombre de politiques qui ne vont d'ailleurs pas faire toujours plaisir à gauche. Pour moi, ça veut dire le protectionnisme, ça veut dire la rupture avec l'Union européenne, ça veut dire la rupture avec, évidemment, un certain nombre d'autres éléments. Mais c'est ça, c'est vers ça qu'il faut aller. On veut redonner du salaire au travail. Et vous allez voir que ça ne va pas être contradictoire avec le plein emploi. Parce que ce n'est pas contradictoire avec le plein emploi, contrairement à ce que les économistes disent, justement. Parce que le marché du travail, ce n'est pas un marché du travail. Donc, voilà. Je pense que c'est ça qui doit être au cœur. Si on fait tout un projet politique en disant, nous, ce qu'on veut, c'est redonner du salaire aux gens, et un salaire digne, je vous garantis que Benoît Hamon, il ne fait plus grand-chose après. Hein. Il disparaît. Et le Front National disparaît aussi. Parce que le Front National, il n'est pas du tout, il est opposé aux salariés et aux 18. Et Macron disparaît aussi.
et Hollande qui dit on va financer par des subventions et des activités. Il y a les gens qui pensent qu'on ne peut pas augmenter le travail, il faut donner des subventions aux gens qui sont bien payés. Ça ne marche pas. Ce que veulent les gens, c'est voilà, c'est un prix juste pour leur travail. Écoute, merci. Alors, avant de nous quitter, j'espère que vous avez apprécié cette conférence. Vous l'avez déjà appréciée. On va continuer nos causes communes à procéder aussi de cette façon-là, parce que nous voudrions être une forme, nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, mais nous voudrions être une forme de passerelle, de trait d'union entre les différentes composantes de la gauche. Alors qu'elle s'inspire du populisme ou pas d'ailleurs, parce que nous pensons en effet qu'il faut un réarmement idéologique. Mais on voit bien qu'à la fois nous utilisons les anciennes grilles de lecture, mais que ce qui est en train de se passer aujourd'hui impose de créer d'autres grilles de lecture. Que c'est ça la difficulté aussi de pouvoir arriver à accoucher d'un projet politique de transformation sociale qui puisse parler au plus grand nombre dans la société. Donc nous avons discuté avec un peu de l'amitié, si vous le souhaitez, en tout cas qui le peuvent. On va laisser aussi quelques ouvrages de David, je vous invite bien sûr à acheter celui-ci, enfin les autres prix, celui-ci, au prix juste, en définissant votre prix de réserve, si j'ai bien compris. Le prix régulé. Et puis pour ceux qui souhaitent entretenir un contact avec nous, nous avons laissé aussi une feuille, vous pouvez indiquer votre adresse email et bien sûr on vous contactera pour nos prochaines conférences. Merci à vous. Une forme de passerelle, de trait d'union entre les différentes composantes de la gauche. Alors qu'elle s'inspire du populisme ou pas d'ailleurs, parce que nous pensons en effet qu'il faut un réarmement idéologique. Mais on voit bien qu'à la fois nous utilisons les anciennes grilles de lecture, mais que ce qui est en train de se passer aujourd'hui impose de créer d'autres grilles de lecture. Que c'est ça la difficulté aussi de pouvoir arriver à accoucher d'un projet politique de transformation sociale qui puisse parler au plus grand nombre dans la société. Donc nous avons discuté avec un peu de l'amitié, si vous le souhaitez, en tout cas qui le peuvent. On va laisser aussi quelques ouvrages de David, je vous invite bien sûr à acheter celui-ci, enfin les autres prix, celui-ci, au prix juste, en définissant votre prix de réserve, si j'ai bien compris. Le prix régulé. Et puis pour ceux qui souhaitent entretenir un contact avec nous, nous avons laissé aussi une feuille, vous pouvez indiquer votre adresse email et bien sûr on vous contactera pour nos prochaines conférences. Merci à vous. Merci.